Mon mari était parti dans une autre ville en mission pour un mois, et j'avais décidé de déplacer son cactus préféré en pot. Mais en le transportant, je l'ai accidentellement brisé. Et ce que j'ai découvert dans le pot brisé a changé ma vie à jamais. Comme c'est étrange que notre vie puisse être bouleversée par des événements complètement inattendus. Des détails banals, presque insignifiants, peuvent soudain tout renverser, et après cela plus rien n'est comme avant. Pour moi, ce moment décisif a été un simple cactus. C'est probablement par là que je devrais commencer mon récit. C'était un samedi matin, très tôt. Le soleil printanier inondait notre appartement d'une lumière douce et dorée. Mon mari, Damien, était parti pour un mois entier en mission à Munich. Il travaillait dans une grande entreprise de construction, et de tels déplacements prolongés n'étaient pas rares. J'avais déjà l'habitude de son absence, même si, bien sûr, il me manquait toujours. Profitant du fait que j'étais seule à la maison, j'ai décidé de faire un petit changement dans les meubles. Depuis longtemps, j'avais envie de modifier un peu l'intérieur, de donner un air plus frais à la pièce. Mais Damien était très conservateur, il aimait que tout reste à sa place. Surtout sa collection de cactus, qu'il entretenait depuis plusieurs années avec un soin particulier. Sur le rebord de la fenêtre de notre chambre, une rangée entière de plantes piquantes, de toutes les formes et tailles, s'alignait fièrement. Damien s'en occupait avec une tendresse particulière qu'il montrait rarement envers moi. Parmi tous ces cactus, un se démarquait. Grand, avec des feuilles épaisses et des épines longues et acérées. Damien l'appelait le général. Ce cactus était arrivé chez nous il y a environ 3 ans, et Damien lui accordait toujours une attention spéciale. Même lorsqu'il partait en déplacement, il me laissait des instructions détaillées pour que je m'occupe de cette plante en particulier. Étrange, certes, une telle attache pour un cactus, mais je n'y avais jamais prêté beaucoup d'importance. Après tout, chacun a ses manies et ses passions. Ce matin-là, j'ai décidé de déplacer la commode qui se trouvait contre le mur, en face du lit. Depuis des mois, je pensais qu'elle rendrait bien mieux près de la fenêtre. Peut-être que si je faisais ce changement, Damien, en rentrant, apprécierait mes efforts et n'y verrait pas d'inconvénient. J'ai tiré la commode du mur et commencé à la déplacer doucement dans la chambre. Ce n'était pas aussi simple que je l'imaginais. Le meuble massif en chêne résistait, mais je poussais avec obstination. Enfin, à bout de souffle, je l'ai placé à son nouvel endroit, juste sous la fenêtre avec les cactus. Je me suis reculée de quelques pas pour observer le résultat. Oui, c'était bien mieux. La chambre semblait plus harmonieuse. Mais quelque chose clochait. Les cactus. Ils se trouvaient désormais directement au-dessus de la commode, et chaque fois que je voudrais ouvrir un tiroir, je risquais de me piquer. Il fallait les déplacer. Mais où ? J'ai regardé autour de moi à la recherche d'un endroit convenable. Le rebord de la fenêtre du salon était déjà occupé par mes violettes. Dans la cuisine, il n'y avait pas de place. Après un court moment de réflexion, j'ai décidé de les mettre temporairement sur une étagère dans le couloir. La lumière y était moins bonne, mais ce serait juste pour un temps. Quand Damien rentrerait, nous déciderions ensemble où les installer. Avec précaution, essayant de ne pas me piquer, j'ai commencé à transporter les plantes une à une. Les petits cactus tenaient facilement dans ma main, aucun problème. Mais quand est venu le tour du général, j'ai hésité. Ce cactus n'était pas seulement le plus grand, mais aussi le plus piquant. Et son pot en terre cuite paraissait assez lourd. J'ai enfilé des gants de jardinage pour protéger mes mains, puis j'ai soulevé le pot avec précaution. Il était vraiment plus lourd que ce que je pensais, comme s'il était rempli de quelque chose de plus dense que de la simple terre. Lentement, en évitant tout geste brusque, j'ai traversé la chambre avec le cactus entre les mains. Tout se passait bien, jusqu'à ce que mon regard tombe sur la photo posée sur la table de chevet. Notre photo de mariage. Damien et moi, heureux et amoureux, nous regardant avec tendresse. Cette photo m'avait toujours réchauffé le cœur, mais dernièrement, elle me rappelait aussi une pointe de tristesse. Quelque chose avait changé entre nous au fil de ces 6 années de mariage. La légèreté, la spontanéité de nos débuts n'étaient plus là. Absorbée dans mes pensées devant cette photo, je n'ai pas vu le coin du tapis. Je me suis prise les pieds dedans et le pot m'a échappé des mains. Il est tombé lourdement au sol. La terre cuite s'est fendue en plusieurs morceaux, la terre s'est répandue en tas informes, et le pauvre général s'est renversé sur le côté, perdant quelques-unes de ses grandes épines. Oh, Damien allait être furieux. J'imaginais déjà son regard contrarié, ses reproches, peut-être même son silence froid, toujours pire que les mots. Mais pas le choix, il fallait réparer les dégâts. Je suis vite allée à la cuisine chercher une pelle et une brosse. De retour dans la chambre, je me suis agenouillée et j'ai commencé à ramasser la terre. C'est alors que j'ai vu quelque chose de bizarre parmi les mottes de terre. Un petit objet métallique brillait sous la lumière du matin.
D'abord, j'ai cru que c'était juste un débris tombé par hasard dans le pot lors du rempotage. Mais quand je l'ai pris en main, j'ai compris que c'était une clé. Petite, fine, comme celle qui ouvre les boîtes aux lettres ou les petites boîtes. Mais que faisait une clé dans le pot d'un cactus? J'ai tourné l'objet dans mes mains, perplexe. Peut-être que Damian l'avait laissé tomber là sans faire exprès? Mais alors, pourquoi ne l'avait-il pas récupérée? J'ai posé la clé de côté et continué à ramasser la terre. Mes doigts ont alors touché quelque chose d'autre. Cette fois, c'était un petit sachet en plastique, bien scellé, couvert de terre. Je l'ai nettoyé doucement et levé vers la lumière. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Ordinaire, noire, sans aucune inscription. Que faisait-elle dans ce pot? Et pourquoi Damian l'avait-il cachée là? Les questions s'entassaient dans ma tête, mais je n'avais aucune réponse. J'ai posé la clé USB à côté de la clé métallique et j'ai repris ma fouille dans la terre, cette fois en observant chaque motte avec attention. Et mes efforts n'ont pas été vains. Tout au fond du pot, presque contre la base, j'ai trouvé encore un objet. Une petite boîte métallique, à peine plus grande qu'une boîte d'allumettes. Elle était couverte d'une fine couche de rouille, comme si elle avait été enterrée depuis des années. Je l'ai tournée dans mes mains pour chercher une serrure. Et effectivement, sur un côté, il y avait un minuscule trou, parfait pour la petite clé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quel était ce secret que mon mari avait caché dans un simple pot de cactus? Qu'avait-il voulu me dissimuler toutes ces années? J'ai regardé la petite clé, puis la boîte. Devais-je l'ouvrir ou pas? D'un côté, c'étaient les affaires personnelles de Damian, je n'avais pas le droit de fouiller sans son accord. Mais d'un autre côté, pourquoi cacher quelque chose dans un endroit aussi étrange, clairement à l'abri de mes yeux? Dans notre couple, il n'y avait jamais eu de secret du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce moment-là. Après une courte hésitation, la curiosité a pris le dessus. J'ai glissé la clé dans la serrure et l'ai tournée doucement. Un petit déclic s'est fait entendre, et le couvercle de la boîte s'est entrouvert. Je retenais mon souffle en l'ouvrant complètement. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier très fine, roulée bien serrée. Je l'ai sortie avec précaution et l'ai dépliée. C'était une vieille photo, jaunie par le temps, avec les coins abîmés. On y voyait une jeune femme tenant un bébé dans ses bras. La femme souriait à l'objectif, et le bébé, encore tout petit, dormait paisiblement contre sa poitrine. Je n'avais jamais vu cette femme auparavant. Elle ne ressemblait à aucun des proches de Damian que je connaissais. Elle avait de longs cheveux noirs, des yeux expressifs et un sourire particulier, un peu triste. Qui était-elle? Et pourquoi Damian gardait-il sa photo dans une cachette pareille? En retournant la photo, j'ai découvert une inscription au dos. L'encre était presque effacée, mais j'ai réussi à la lire. 2 lignes, écrites d'une écriture féminine soignée. Claudia et Lucas. Ensemble pour toujours. 10 juin 2009. Claudia? Qui est Claudia? Et Lucas le prénom du bébé? Mais quel rapport avec Damian? Pourquoi gardait-il cette photo dans un endroit si secret? J'ai remis l'image dans la boîte et pris la clé USB en main. J'étais encore plus déterminée à découvrir ce qu'elle contenait. Mais il me fallait un ordinateur. Laissant le cactus et la terre éparpillés sur le sol, je me suis précipitée dans le salon, là où se trouvait notre ordinateur portable. Mes mains tremblaient un peu en l'allumant et en branchant la clé dans le port USB. Une fenêtre s'est ouverte avec le contenu du disque. Plusieurs dossiers, aux noms étranges. Des chiffres, des lettres, rien qui n'indiquait ce qu'ils contenaient. J'ai ouvert le premier dossier. Dedans, il y avait des documents en PDF. J'ai cliqué sur le premier, et un passeport scanné est apparu à l'écran. Ce n'était ni le mien, ni celui de Damian. Le passeport était au nom de Lucas Ferra. Date de naissance, 10 juin 2009. Le même jour que celui écrit au dos de la photo. Le document suivant était un acte de naissance de ce même Lucas. Mère, Claudia Ferra. Mais c'est le nom du père qui m'a glacé. Père, Damian Kellner. Mon mari. Tout est devenu flou devant mes yeux. Comment était-ce possible? Damian avait un enfant. Un enfant dont il ne m'avait jamais parlé. Et une femme. Cette Claudia, qui était-elle pour lui? J'ai ouvert machinalement les autres documents. Un certificat de mariage entre Damian Kellner et Claudia Ferra, daté du 15 mai 2009. Un contrat d'achat d'appartement à leurs 2 noms. Une police d'assurance couvrant les 3, Damian, Claudia et leur fils Lucas. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Damian marié? Avec une autre famille? Un enfant? Mais comment est-ce possible? Cela fait 6 ans que nous sommes mariés. Je me suis mise à calculer les dates. Son mariage avec Claudia datait de mai 2009. Et notre mariage, à Damian et moi,
avait eu lieu en septembre 2017. Donc, au moment de notre mariage, il était déjà marié? Pendant toutes ces années, j'étais quoi, alors? Une maîtresse? Une seconde épouse sans aucun statut officiel? Ma tête tournait sous le flot d'informations et d'émotions. Mais je me suis forcée à continuer à explorer le contenu de la clé. Dans le dossier suivant, j'ai trouvé des photos. Des dizaines, des centaines de photos. Et sur toutes, il y avait elle. Claudia. Parfois seule, parfois avec l'enfant, parfois avec Damien. Les voilà tous les trois sur une plage. Puis en train de fêter un anniversaire. Puis à une fête de Noël à l'école. Des parents fiers filmant leur fils. Des photos de famille tout à fait ordinaires. Comme celles que Damien et moi avons aussi. Sauf que là, à la place de moi, il y avait une autre femme. Je ne savais plus quoi penser. Comment Damien avait-il réussi à mener une double vie? À partager son temps entre deux familles? Et surtout, pourquoi? Dans le troisième dossier, il y avait des vidéos. J'ai lancé la première, et le visage de Damien est apparu à l'écran. Il regardait directement la caméra, avec une certaine inquiétude dans les yeux. Si tu regardes cette vidéo, Claudia, c'est que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, a-t-il commencé. Je veux que tu saches que je t'aime, toi et Lucas, plus que tout au monde. Tout ce que je le fais pour vous. Si jamais il m'arrive quelque chose, dans la boîte il y a tous les documents nécessaires. Compte bancaire, appartement, assurance. Tout est à ton nom et à celui de Lucas. Vous serez en sécurité. Je te le promets. La vidéo s'est arrêtée, mais je restais figée devant l'écran, incapable d'y croire. Plus que tout au monde, et moi alors? Quelle était ma place dans sa vie? J'ai ouvert d'autres vidéos. Certaines montraient des moments de famille, l'anniversaire du petit, des voyages, des soirées à la maison. D'autres montraient Damien parlant à la caméra, évoquant des affaires, un danger potentiel, la nécessité d'être prudent. Il parlait de façon confuse, utilisant des sous-entendus, comme s'il craignait de nommer les choses clairement. J'ai fait défiler le dossier jusqu'à la fin, et je suis tombée sur une vidéo datée du mois dernier. À peine quelques semaines. Damien se trouvait dans une chambre d'hôtel. « Claudia, je vais rester quelques jours de plus à Lyon », disait-il. Les choses ne se passent pas comme prévu. Embrasse Lucas pour moi et dis-lui que papa reviendra bientôt. Lyon. Pourtant, Damien m'avait dit qu'il partait à Barcelone pour voir des partenaires. Il m'avait menti. Mais après tout ce que je venais de découvrir, ce mensonge paraissait insignifiant. J'ai fermé la vidéo et me suis laissé tomber contre le dossier de la chaise. Mon esprit était en plein chaos. Comment accepter que l'homme avec qui j'avais vécu 6 ans, en qui j'avais eu une confiance totale, que j'aimais menait en réalité une double vie? Mari pour 2 femmes, père d'un enfant dont j'ignorais tout. Comment était-ce possible? Comment trouvait-il le temps pour nous deux? Je me suis souvenue de ses nombreuses absences. Les voyages d'affaires. Il partait sans cesse. Parfois quelques jours, parfois une semaine, parfois un mois. Je n'avais jamais douté de ses déplacements. Son travail exigeait des voyages fréquents, et je l'acceptais. Et maintenant, je découvrais que ces déplacements, ou du moins une partie, n'étaient rien d'autre que du temps passé avec son autre famille. Cette idée était si folle, si inimaginable, que je n'arrivais pas à y croire. J'ai rouvert le dossier des documents et les ai examinés un par un, méthodiquement. Peut-être que je m'étais trompée. Peut-être qu'il y avait une autre explication. Mais plus j'avançais, plus tout devenait clair. Damien avait une autre famille. Une famille dont je n'avais jamais rien su. Parmi les documents, j'ai trouvé un contrat de location d'un appartement à Milan. L'appartement avait été loué au nom de Claudia, Ferra bien avant mon mariage avec Damien. Et d'après les dates de renouvellement, elle y vivait toujours. À Milan, à seulement 3 heures de route de notre ville. Un haut le cœur m'a saisi. J'avais besoin d'air. J'ai éteint l'ordinateur, retiré la clé USB et me suis approchée de la fenêtre. Je l'ai ouverte en grand et j'ai respiré profondément plusieurs fois, essayant de reprendre mes esprits. Que devais-je faire maintenant? Comment réagir à une telle découverte? Mon premier réflexe fut d'appeler Damien sur le champ pour exiger des explications. Mais je me suis retenue. Dans cet état, je ne serais pas capable d'avoir une conversation posée. Peut-être valait-il mieux d'abord comprendre la situation par moi-même, rassembler un maximum d'informations avant de l'affronter. Mon regard tomba sur l'horloge. Déjà midi. J'avais passé des heures devant l'ordinateur sans m'en rendre compte. Mon estomac protesta bruyamment, me rappelant que je n'avais pas encore pris de petit déjeuner. Mais l'idée même de manger me donnait la nausée. Comment penser à la nourriture alors que ma vie venait d'éclater en 1000 morceaux, comme ce malheureux pot de cactus? Le pot j'avais complètement oublié.
La terre était toujours éparpillée sur le sol de la chambre, et le pauvre cactus gisait sur le côté. Je devais tout nettoyer, mais je n'en avais pas la force. À la place, je suis retournée à l'ordinateur et j'ai rebranché la clé USB. Cette fois, j'ai décidé d'examiner attentivement tous les fichiers, tous les documents, pour comprendre toute l'histoire. Parmi eux, j'ai découvert des relevés bancaires. Les comptes étaient au nom de Claudia Ferra, mais des versements réguliers y arrivaient depuis la carte de Damian. Des sommes importantes, à peu près équivalentes à ce qu'il apportait chaque mois à la maison comme salaire. Cela voulait dire qu'il partageait ses revenus entre deux familles depuis toutes ces années. Et pourtant, il m'avait toujours dit qu'il ne gagnait pas autant qu'il aurait voulu. Nous économisions, mettions de côté pour l'avenir, nous privions parfois. Alors qu'en réalité, il donnait une grande partie de son argent à une autre femme et à son enfant. J'ai essayé de me souvenir du premier moment où j'avais remarqué quelque chose d'étrange chez Damian. Mais rien ne me revenait. Il avait toujours été un mari attentionné, m'appelait en déplacement, me ramenait des cadeaux, s'intéressait à ma vie. Oui, ces derniers temps, il était devenu plus fermé, parfois distrait, mais je mettais ça sur le compte de la fatigue et du travail. J'étais aveugle. Comment n'avais-je pas vu les signes évidents? Maintenant, en y repensant, je me souvenais de tant de détails qui auraient dû m'alerter. Ces coups de fil étranges, qu'il préférait passer dehors ou dans sa voiture. Ces changements de programme soudains lors de ses déplacements. Parfois il rentrait plus tôt, parfois il prolongeait son absence sans vraiment expliquer. Et son refus d'avoir des enfants, alors qu'au début c'était une évidence pour nous deux. Des enfants Damian en avait déjà un. Un fils. Qui devait maintenant avoir environ 14 ans. Un adolescent. Et moi, je croyais toutes ces années que nous attendions d'être plus stables financièrement avant d'agrandir la famille. Les larmes me montaient aux yeux. Je me sentais trahie, utilisée, mise de côté de sa vraie vie. Que étais-je pour lui tout ce temps? Un passe-temps? Un plan B? Ou seulement une façade pratique pour masquer ses affaires obscures? Je repensais à cette étrange vidéo où Damian parlait de danger, de prudence. Peut-être que sa double vie était liée à quelque chose d'illégal. Peut-être qu'il trempait dans des affaires douteuses. Son travail. Damian disait toujours qu'il travaillait dans une société de construction, qu'il gérait des livraisons de matériaux et négociait avec des partenaires. Mais était-ce vrai? Je n'avais jamais mis les pieds dans son bureau, je ne connaissais pas ses collègues. Il avait toujours gardé sa vie professionnelle séparée de notre maison. Je décidai de vérifier. Il devait y avoir des documents liés à son travail sur la clé. En effet, dans un des dossiers, j'ai trouvé des contrats, des accords, des échanges de mets. Mais l'entreprise mentionnée n'avait rien à voir avec celle dont Damian m'avait parlé. Et son domaine n'était pas la construction, mais la logistique. Des transports internationaux. Plus j'avançais dans les documents, plus tout devenait confus. Certains contrats étaient rédigés en langues étrangères, avec des sociétés de pays que je connaissais à peine. Les sommes indiquées étaient si énormes qu'elles semblaient suspectes. D'où un simple gestionnaire de fournitures pouvait-il sortir autant d'argent? Dans un des derniers dossiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé. Des scans de passeport. Pas un seul, mais plusieurs. Tous au nom de Damian, mais avec des noms de famille différents, Kellner, Ferra, Blanc, Rossi. Pourquoi un homme aurait-il besoin de plusieurs passeports avec des identités différentes? La réponse me paraissait évidente, mais j'avais peur de la formuler même en pensée. Dehors, la nuit commençait à tomber quand je me suis enfin détachée de l'écran. J'avais la tête lourde de toutes ces informations, les yeux fatigués. Je me sentais vidée, épuisée. Mais au fond de moi, une décision naissait, je devais connaître toute la vérité, aussi dure soit-elle. La première étape était de vérifier si Claudia et son fils Lucas existaient réellement, ou si tout cela n'était qu'une mise en scène. Les photos et vidéos pouvaient être truquées, les documents fabriqués. Il me fallait des preuves indiscutables. J'ai pris mon téléphone et ouvert les réseaux sociaux. Si cette femme existait, elle devait avoir un profil, des photos, des amis. J'ai tapé « Claudia Ferra » dans la barre de recherche, et des dizaines de résultats sont apparus. Trop pour les vérifier un par un. Il fallait affiner. Je suis retournée à la clé USB et trouvé une date de naissance dans les documents de Claudia, 27 février 1985. Elle avait 3 ans de plus que moi. J'ai ajouté cette information à ma recherche, et la liste a diminué. Il ne me restait plus qu'à comparer les photos avec celles trouvées dans la boîte. Après quelques minutes, je l'ai reconnue. Son profil était privé, avec peu d'informations visibles, mais la photo principale ne laissait aucun doute. C'était bien elle. Les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux expressifs, le même sourire mélancolique. Elle paraissait juste plus âgée, ce qui était normal.
En parcourant ses publications accessibles, j'ai vu plusieurs photos d'un garçon adolescent. Sa ressemblance avec Damian était frappante. Les mêmes yeux, la même bouche, la même façon de sourire. Même ces petites fossettes au coin des lèvres que j'aimais tant chez mon mari. Il n'y avait plus de doute. Claudia et Lucas existaient. C'étaient de vraies personnes, pas une invention. Et visiblement, ils formaient bien une famille avec Damian. Sa véritable famille. En parcourant la page de Claudia, je suis tombée sur une publication de la semaine dernière. Une photo d'une table dressée avec un gâteau d'anniversaire, et la légende disait « Joyeux anniversaire, mon mari adoré. Que tous tes rêves se réalisent. » L'anniversaire de Damian, qui tombait justement la semaine dernière. Officiellement, il avait fêté en déplacement. Mais en réalité, je comprenais maintenant qu'il l'avait passé avec son autre famille. L'amertume et la douleur m'ont submergée de nouveau. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé et éclaté en sanglots. Des pleurs bruyants, incontrôlables, comme je n'avais plus pleuré depuis des années. Toute la tension accumulée, le choc de la découverte, la blessure de la trahison, tout est sorti en torrent de larmes. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, à me laisser aller à mes émotions. Quelques minutes, 1 heure peut-être. Quand enfin je me suis calmée, la nuit était déjà tombée. Je me sentais vidée, mais aussi étrangement libérée. Comme si mes larmes avaient emporté avec elles une partie de la femme naïve et confiante que j'avais été, celle qui croyait aveuglément en son mari. Après avoir essuyé mes larmes, j'ai repris mon téléphone. Il fallait que j'en apprenne plus sur cette Claudia. Qui était-elle? Que faisait-elle? Depuis quand connaissait-elle Damian? Malgré son profil privé, j'ai réussi à découvrir quelques informations accessibles. Son lieu de travail, une société appelée Européen Transport. D'après le nom, une entreprise de transport ou de logistique. Exactement le domaine où, d'après les documents, Damian travaillait vraiment. Quelques amis, quelques centres d'intérêt. Rien d'exceptionnel, rien qui explique pourquoi Damian menait une double vie. Je me suis demandé, si Claudia se considère comme l'épouse légitime de Damian, ignore-t-elle mon existence? Ou le sait-elle? Peut-être qu'elle aussi est victime de son mensonge. Je devais lui parler. Directement, face à face. Mais comment? Je ne pouvais pas lui envoyer un message du genre « Bonjour, je suis la femme de ton mari. On se rencontre pour en discuter ?» Ça aurait ressemblé au scénario d'un mauvais soap. Et pourtant, il me fallait des réponses. Et Claudia semblait être la seule, en dehors de Damian, à pouvoir m'en donner. Je suis retournée voir les documents sur la clé et j'ai trouvé l'adresse de l'appartement loué par Claudia. Milan, via Del Corso, numéro 127, appartement 15B. J'ai noté l'adresse, en réfléchissant à ce que je devais faire. Aller à Milan? Tout de suite? C'était insensé. Mais attendre le retour de Damian, faire semblant de rien, c'était encore plus insensé. Et puis, je ne savais même pas quand il rentrerait vraiment. Il m'avait dit que son déplacement durerait 1 mois, mais désormais je savais que je ne pouvais plus croire à un seul mot de sa bouche. La décision s'est imposée d'elle-même. J'irai à Milan. Demain. Je trouverai Claudia et je lui parlerai. Peut-être en savait-elle plus que moi. Peut-être qu'elle était elle aussi une victime. Ou peut-être sa complice dans des affaires sombres. Quoi qu'il en soit, je devais découvrir la vérité. Une fois la décision prise, j'ai ressenti un étrange soulagement. J'avais enfin un plan, quelque chose de concret à quoi me raccrocher au milieu de ce chaos. Je me suis levée du canapé et je suis allée dans la cuisine. Même sans appétit, je devais manger un peu. La journée avait été éprouvante, et celle du lendemain le serait encore plus. J'allais avoir besoin de force. J'ai ouvert le frigo, sorti quelques ingrédients et préparé un simple dîner, presque mécaniquement. Mes mains bougeaient toutes seules, habituées, tandis que mes pensées tournaient encore autour de ce secret découvert. Comment Damian avait-il pu mener une double vie? Comment avait-il réussi à nous mentir à toutes les deux, sans éveiller de soupçons? Et surtout, pourquoi? Pourquoi 2 familles, 2 maisons, 2 existences parallèles? L'aspect financier ne cessait aussi de m'inquiéter. Faire vivre 2 foyers exigeait beaucoup d'argent. D'où Damian tirait-il ses moyens? Son poste dans une société de logistique ne pouvait pas rapporter autant. Peut-être qu'il était vraiment impliqué dans quelque chose d'illégal. Je repensais à cette vidéo étrange où il parlait de danger, de prudence. Était-il lié au crime organisé? Toute cette double vie n'était-elle qu'une partie d'un plan plus vaste? Mais lequel? Les questions s'accumulaient, sans réponse. Je comprenais que sans parler ni à Damian ni à Claudia, je resterais dans le flou. Mais attendre mon mari n'était pas une option. Trop de mensonges, trop de secrets. Il fallait agir. Après le dîner, j'ai commencé à préparer mon voyage.
Le train pour Milan partait tôt le matin, et je pouvais acheter mon billet en ligne. J'ai rassemblé une petite valise avec l'essentiel, sans savoir combien de temps je resterais. J'ai ensuite vérifié mon compte bancaire. Il y avait assez d'argent pour le voyage et pour quelques nuits à l'hôtel. Avant de me coucher, j'ai rangé la chambre. J'ai ramassé les morceaux du pot, balayé la terre renversée, et replacé le cactus dans un nouveau pot. La plante avait l'air un peu abîmée, mais elle semblait encore vivante. C'était fou de penser qu'un simple pot cassé avait bouleversé ma vie à ce point. Une fois tout en ordre, j'ai pris une douche et me suis allongée. Mais malgré la fatigue, le sommeil ne venait pas. Je me retournais sans cesse, repassant en boucle les événements de la journée, essayant d'accepter que ma vie, que je croyais stable, n'était en réalité qu'un mensonge. Vers 3 heures du matin, je me suis enfin assoupie dans un sommeil agité, peuplé de rêves troublants. Je voyais Damian, mais avec un autre visage. Il me parlait, mais ses mots étaient incompréhensibles, comme dans une langue étrangère. Et toujours, à ses côtés, il y avait cette femme, Claudia, un enfant dans les bras, qui me regardait avec un sourire triste. Je me suis réveillée au son du réveil à 6 heures. J'avais la tête lourde après une nuit quasi blanche, mais ma détermination était intacte. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, appelé un taxi et pris la direction de la gare. Le train pour Milan partait à 7h30. Je me suis installée près de la fenêtre, prête pour 3 heures de trajet. Le paysage défilait, des banlieues aux champs et aux forêts, mais je n'y prêtais presque pas attention. Mon esprit était tourné vers la rencontre qui m'attendait. Que lui dirais-je? Comment expliquer ma présence? Et surtout, comment réagira-t-elle en apprenant que son mari en avait une autre? Je me suis imaginée à sa place. Comment aurais-je réagi si une inconnue avait sonné à ma porte en prétendant être l'épouse de mon mari? Je n'y aurais sans doute pas cru. J'aurais pensé à une mauvaise blague ou à une erreur. Il me fallait des preuves. Quelque chose qui convaincrait Claudia que je disais la vérité. J'ai pris mon téléphone et parcouru nos photos avec Damian. Voici notre photo de mariage, sous une arche fleurie, souriant et amoureux. Voici une photo de notre lune de miel en Toscane. Et puis Noël dernier, Damian, coiffé d'un ridicule bonnet de Père Noël, me serrant dans ses bras. Ces photos suffiraient peut-être à prouver à Claudia que je n'étais pas une folle inventant des histoires. Mais serait-ce assez? Devrais-je emporter notre certificat de mariage? Il était resté à la maison, dans le tiroir à documents. Non, j'ai décidé que les photos suffiraient. Et puis, j'avais la clé USB avec tous les documents trouvés dans le pot du cactus. Si besoin, je pourrais aussi les montrer à Claudia. Le train est arrivé à Milan pile à l'heure. 10h25. Je suis descendue dans l'agitation du terminal, plongée dans le tumulte de la grande ville italienne. Je n'étais jamais venue dans une métropole de cette taille. En d'autres circonstances, j'aurais peut-être admiré l'élégance de l'architecture et l'énergie de la ville. Mais pas aujourd'hui. Mon esprit n'était fixé que sur un seul but. J'ai pris un taxi et donné l'adresse, via Del Corso, 127. Le chauffeur a hoché la tête et m'a emmené à travers la ville. Le trajet a duré près d'1 heure à cause des embouteillages, et tout ce temps je tentais de rassembler mes pensées, de préparer ce que j'allais dire. Mais plus nous approchions, plus mon angoisse montait. Et si elle n'était pas chez elle? Et si c'était Lucas qui ouvrait la porte? Que lui dirais-je? Ou pire encore, et si c'était Damian que je trouvais là, avec eux? Peut-être n'était-il pas en déplacement comme il avait prétendu, mais ici, avec son autre famille. Cette idée me fit transpirer. J'imaginais ouvrir la porte et voir Damian assis à table avec Claudia et Lucas. Une scène familiale parfaite, sans place pour moi. Comment réagirais-je? Que pourrais-je dire? Mais il était trop tard pour reculer. Le taxi s'arrêtait déjà devant l'adresse indiquée. Un bel immeuble, situé sur l'une des rues les plus prestigieuses de Milan. J'ai payé le chauffeur et suis sortie de la voiture. Pendant une seconde, j'ai eu envie de faire demi-tour, d'oublier tout ça et de rentrer dans ma vie habituelle. Mais je savais que ma vie d'avant n'existait plus. Trop de choses avaient changé en 24 heures. J'ai pris une grande inspiration et suis entrée dans l'immeuble. L'appartement 15B se trouvait au 15e étage. Je suis montée en ascenseur, le cœur battant à tout rompre. Et voilà la porte. Une porte banale, sans rien de spécial, derrière laquelle se cachait une autre vie de mon mari. J'ai levé la main et appuyé résolument sur la sonnette. Quelques longues secondes passèrent. Aucun bruit, aucun mouvement. J'ai sonné à nouveau, plus fort. Toujours rien. Apparemment, il n'y avait personne. Je regardais autour de moi, indécise. Devais-je attendre? 1 heure, 2, toute la journée? Et si personne ne revenait? Je n'avais pas d'autre adresse où trouver Claudia.
C'est alors que la porte de l'appartement voisin s'est ouverte et qu'une vieille femme a glissé la tête, les yeux pleins de curiosité. « Vous cherchez les Ferrat ?» demanda-t-elle, me scrutant de haut en bas. « Oui, Claudia, » répondis-je, en essayant de garder un ton assuré. « Ils ne sont pas là, » dit-elle. « Ils sont partis à leur villa pour le week-end. Ils ne rentreront que lundi. » Nous étions samedi. Cela voulait dire attendre 2 jours. « Et vous êtes qui pour eux ?» continua la voisine, intriguée. Je restai un instant figé. Qui étais-je pour eux? Personne. Une étrangère qui s'immisçait dans leur vie. Mais je ne pouvais évidemment pas dire la vérité. Je suis une collègue de Claudia, improvisai-je. Je dois lui remettre des documents importants. Vous ne sauriez pas où est leur villa? La vieille femme plissa les yeux, méfiante. Puis, jugeant sans doute ma question inoffensive, répondit. Quelque part au bord du lac de Caume, je crois. Je ne pourrais pas vous dire exactement, je ne me suis jamais intéressée. Mais si vous voulez, je peux vous donner son numéro de portable. Je l'ai pour les urgences. Ce serait parfait, répondis-je avec gratitude. Elle disparut quelques instants et revint avec un petit papier où était noté un numéro. Voilà, dit-elle en me le tendant. J'espère que ce n'est rien d'urgent? Non, rien qui ne puisse attendre lundi, la rassurai-je. Merci beaucoup. La voisine acquiesça et referma sa porte. Je restai seule dans le couloir, le papier en main. J'avais désormais un moyen de contacter Claudia directement. Mais devais-je vraiment l'appeler? Que pourrais-je dire au téléphone? Une telle nouvelle ne se donne pas à distance. Je suis redescendue et sortie de l'immeuble. La journée était chaude et ensoleillée, typiquement estivale. Les passants pressés, le bruit des voitures, des enfants qui jouaient dans la rue une vie ordinaire, si différente du chaos qui régnait dans mon esprit. J'ai trouvé un café à proximité et je suis entrée. J'ai commandé une salade et un expresso, puis j'ai sorti le papier avec le numéro. Appeler ou pas? Je pouvais me faire passer pour une collègue, comme je l'avais dit à la voisine, et, au fil de la conversation, essayer d'apprendre où se trouvait la villa pour aller la voir. Mais cela ne paraîtrait-il pas étrange? Mes pensées tournaient en boucle quand mon plat arriva. Je mâchais sans vraiment sentir le goût, toujours perdue dans mes réflexions. Puis une idée m'est venue, nette, soudaine. J'allais appeler Damian. Tout de suite. Lui dire que je savais pour sa deuxième famille et exiger des explications. Après tout, il était le principal responsable de cette situation. Pourquoi ne pas commencer par lui? J'ai composé son numéro, prête à affronter une conversation difficile. Mais après quelques sonneries, c'est sa messagerie qui s'est déclenchée. Damian était injoignable. Peut-être en réunion, peut-être sous terre, ou peut-être choisissait-il simplement de ne pas répondre. Dans tous les cas, cette piste se refermait devant moi. Je suis revenue à mon idée de départ. Il fallait absolument que je voie Claudia en face. Et si cela signifiait aller jusqu'à leur villa au lac de Caume, alors tant pis. J'ai ouvert la carte sur mon téléphone pour voir où se trouvait le lac. Environ 2 heures de route depuis Milan. Pas si loin que ça. Le vrai problème, c'était que je n'avais pas d'adresse précise. Lac de Caume, pas vraiment une indication claire pour des recherches. Mon regard s'est de nouveau posé sur le numéro de téléphone noté sur le papier. Peut-être que je devrais appeler. Qu'est-ce que je risquais? J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai composé le numéro. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le café l'entendait. Après quelques sonneries, une voix de femme a répondu. Pronto? C'était cette voix. Celle que j'avais entendue sur les vidéos de la clé USB. La voix de la femme qui était l'épouse de mon mari depuis bien plus longtemps que moi. Bonjour Claudia, dis-je, en essayant de garder une voix posée et assurée. Oui, c'est moi, répondit-elle. Qui est à l'appareil? Je restai un instant silencieuse. Comment me présenter? Sous quel prétexte demander une rencontre? Je m'appelle Sophia, dis-je finalement, choisissant de ne pas révéler mon vrai nom. J'ai besoin de vous voir. C'est à propos de Damian. Un silence pesa à l'autre bout du fil. Puis, avec méfiance, Claudia demanda. Damian? Vous êtes une collègue à lui? Pas vraiment, répondis-je vaguement. C'est personnel. Très important. Je préférerais en parler de vive voix, pas au téléphone. Nouveau silence. Je sentais presque physiquement sa méfiance et son inquiétude. Je ne suis pas sûre de comprendre, dit-elle enfin. Et je ne suis pas à Milan en ce moment. Je sais. Vous êtes à la villa, répondis-je. Votre voisine m'a dit que vous étiez au lac de Caume. Je peux venir, si vous me donnez l'adresse exacte. Vous êtes allé chez moi?
Sa voix vibrait de tension. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Je savais que je l'effrayais, mais je n'avais pas d'autre moyen. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur », tentai-je de la rassurer. « Je ne veux pas vous faire de mal. J'ai juste besoin de vous parler de Damian. De votre mari. » J'avais insisté sur ces 2 derniers mots, espérant qu'il la fasse réagir. Un long silence suivit. Puis sa voix revint, tendue. « Comment connaissez-vous Damian » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Devais-je lui dire tout de suite ou attendre la rencontre ? « Je suis sa femme », répondis-je simplement. « Nous sommes mariés depuis 6 ans. » À l'autre bout, j'entendis un son étouffé, comme un cri retenu. Puis la communication coupa net. Claudia avait raccroché. Je restais là, fixant l'écran de mon téléphone, perdu. Devais-je rappeler ? Mais pour dire quoi ? Elle était choquée, sans doute ne me croyait pas, et il y avait peu de chances qu'elle veuille poursuivre la conversation. Et pourtant, il fallait que je la voie. Que je découvre toute la vérité sur Damian, sur sa double vie, sur ses secrets. J'ai essayé de rappeler, mais cette fois son portable était éteint ou hors de portée. Elle ne voulait plus me parler. Alors il ne me restait qu'une solution, aller au lac de Caume et chercher sa villa. Une aiguille dans une botte de foin, peut-être, mais je n'avais pas d'autre choix. Après avoir payé l'addition, je quittai le café et me dirigeai vers la gare routière. Un bus partait justement pour le lac de Caume. Dans le bus, mes pensées tourbillonnaient. Et si Claudia ne savait vraiment rien de moi ? Si pour elle la révélation d'une seconde épouse avait été un choc aussi brutal que pour moi de découvrir son existence ? C'était peut-être pour ça qu'elle avait raccroché, sous le coup de la surprise et de l'incrédulité. Mais d'un autre côté, et si elle savait ? Si elle connaissait parfaitement la double vie de Damian et l'acceptait ? Peut-être même qu'ils m'avaient manipulé ensemble depuis des années. Cette idée fit monter en moi une vague de colère. Comment avait-il pu ? Comment Damian avait-il osé ? Tromper 2 femmes, mener 2 vies parallèles comme si de rien n'était ? Le bus s'arrêta au centre de Bellagio, et je descendis. Le plus dur commençait, retrouver la villa de Claudia dans une région remplie de résidences luxueuses. Je me rapprochai d'un panneau d'information où figurait une carte des environs. Les villas parsemaient les rives du lac, réparties dans des quartiers aux noms élégants, Bella Vista, Montrosa, Villa Regina. Des dizaines, peut-être des centaines de propriétés. Par où commencer ? Mais je n'avais pas l'intention d'abandonner. J'ai sorti mon téléphone et recomposé son numéro. À ma surprise, Claudia répondit presque immédiatement, comme si elle attendait mon appel. « Je veux vous voir », dit-elle d'une voix tendue, sans détour. Dans 1 heure, au café Luna Rossa, au centre de Bellagio. « Vous savez où c'est ? » ?»« Oui, je trouverai avec le GPS, » répondis-je. « Bien. Et venez seul. Pas de témoins, pas de police. C'est une affaire entre nous. » « Bien sûr, » l'assurai-je. « Je viendrai seul. » La ligne coupa. Je restai debout à l'arrêt de bus, mon téléphone encore dans la main, incapable de croire ma chance. C'était Claudia elle-même qui avait proposé la rencontre. Elle avait fixé l'heure et l'endroit. Cela voulait dire qu'elle voulait me parler autant que moi je voulais lui parler. J'ai trouvé le café indiqué sur le GPS. Il se situait à environ 2 kilomètres de l'arrêt de bus. J'aurais pu y aller à pied, mais j'ai préféré prendre un taxi pour être sûr d'arriver à l'heure. Le taxi m'a déposé devant le café exactement 45 minutes après mon appel avec Claudia. Il me restait encore 15 minutes avant l'heure fixée. J'ai payé la course et suis descendu. Le Luna Rossa était une petite bâtisse en pierre donnant sur le lac. À côté, un parking avec quelques voitures. L'endroit était calme et discret, parfait pour la conversation que j'allais avoir avec Claudia. Je suis entré et ai balayé la salle du regard. Il n'y avait que quelques clients, un couple âgé près de la fenêtre, un groupe de jeunes dans un coin, et une femme seule, installée au fond. Je l'ai reconnue tout de suite, même si je ne l'avais vue qu'en photo. Claudia. Elle m'aperçut à son tour et m'adressa un léger signe de tête pour m'inviter à venir. Je me dirigeai vers sa table, le cœur battant à tout rompre. Voilà donc la femme qui avait été l'épouse de mon mari bien avant moi. La mère de son fils. Celle dont l'existence avait bouleversé ma vie. De près, elle paraissait plus âgée que sur les photos. Ses cheveux sombres étaient légèrement grisonnants, ses yeux fatigués, de fines rides au coin de sa bouche. Mais elle restait belle, avec une élégance discrète et digne. « Bonjour », dis-je en m'arrêtant devant sa table. « Je suis Sophia. On s'est parlé au téléphone. » Elle me regarda longuement, comme pour me jauger, puis m'invita d'un geste à m'asseoir. « Vous avez dit que vous étiez la femme de Damian », finit-elle par dire. « C'est vrai ?
J'ai hoché la tête et sorti mon passeport où figurait notre acte de mariage. Je le lui ai tendu. Mon vrai nom est Célina, expliquai-je. Célina Kellner, par mariage. Regardez. Claudia prit le document, examina attentivement la page avec mes informations, puis celle du mariage. Son visage resta impassible, mais je vis ses doigts se crisper sur le papier. 6 ans, murmura-t-elle. Vous êtes mariés depuis 6 ans. Oui, confirmai-je. Et vous, avec Damian depuis combien de temps? 16 ans, répondit-elle en me rendant le passeport. On s'est mariés en 2009, avant même la naissance de Lucas. 16 ans. Cela voulait dire qu'au moment où j'épousais Damian, il était marié avec elle depuis déjà 10 ans. 10 ans de double vie. Alors vous ne saviez rien de moi? Demandai-je, même si la réponse était évidente. Claudia secoua la tête. Non, bien sûr que non. Vous croyez que j'aurais accepté que mon mari épouse une autre femme? C'est insensé. Dans sa voix, j'entendais de l'amertume, mais pas de colère envers moi. Comment avez-vous découvert tout ça? Demanda-t-elle après un silence. Je lui racontai l'histoire du cactus, du pot brisé, de la clé USB et de la boîte métallique. Plus je parlais, plus son visage se tendait. Ce cactus, dit-elle quand j'eus fini. Il l'avait toujours avec lui. Aussi loin que je me souvienne. Damian ne s'en séparait jamais, même en déplacement. Je n'ai jamais compris cette obsession, je pensais que c'était une manie de plus. Et sur la clé USB, demanda-t-elle, qu'avez-vous trouvé? Je lui parlais des documents, des photos, des vidéos. De ces messages où Damian s'adressait à elle, évoquant un danger, la nécessité de rester prudente. À ces mots, Claudia sursauta. Je n'ai jamais vu ces vidéos, dit-elle. Il ne me les a jamais montrées. Il ne m'a jamais dit qu'il enregistrait des messages pour moi. C'est étrange, approuvai-je. Pourquoi enregistrer des vidéos s'il ne comptait pas vous les donner? Claudia se mit à tapoter la table du bout des doigts, pensive. Il a toujours été secret, dit-elle enfin. Même avec moi. Surtout ces dernières années. Ses voyages, ses retours tardifs, ses coups de fil étranges. J'ai soupçonné une liaison, mais je croyais que c'était juste une aventure passagère. Et en fait, il avait une deuxième vie entière. Dans sa voix, il y avait une douleur si profonde que j'en eus pitié pour elle. Elle aussi, elle avait été trompée. Et pour son travail, demandai-je, que vous disait-il? Qu'il travaillait pour une société de logistique, répondit Claudia. Européen Transport. Des transports internationaux. Des voyages constants, des réunions. J'avais fini par m'habituer à son absence. Et à moi, il disait qu'il travaillait dans une entreprise de construction, ajoutai-je. Il parlait de livraison de matériaux, de contrats. Nos regards se croisèrent, et dans ce silence lourd naquit un drôle de sentiment de complicité. 2 femmes, trompées par le même homme, se retrouvaient soudain alliées. Donc, il nous a menti à toutes les deux, conclut Claudia. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi 2 familles, 2 vies? Quel intérêt? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai vu dans ces vidéos, il avait peur de quelque chose. Il parlait d'un danger, de prudence. Je crois qu'il était impliqué dans des choses pas très nettes. Claudia resta pensive. Peut-être, dit-elle enfin. Ces derniers temps, il était devenu particulièrement nerveux. Il vérifiait sans cesse si on ne le suivait pas, il m'interdisait, à moi et à Lucas, de publier des photos sur les réseaux sociaux. Et un jour, je l'ai surpris en train de cacher un paquet dans le garage, sous une planche du sol. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a éludé, juste de vieux papiers qui pourraient servir un jour. Nous restâmes silencieuses, chacune plongée dans ses pensées. Tout devenait de plus en plus confus. Qui était vraiment Damian? Qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Et surtout, où était-il à cet instant? Et d'après lui, il est où maintenant? Demandai-je. Claudia haussa les épaules. En déplacement à Lyon. Il doit rentrer dans 2 semaines. À moi, il a dit qu'il partait à Munich pour 1 mois, remarquai-je. En réalité, il pourrait être n'importe où. Peut-être même avec une 3e famille dont ni vous ni moi n'avons idée. Claudia secoua la tête. Non, impossible. 2 familles, c'est déjà trop à gérer. 3, ce serait impensable, même pour un menteur aussi doué que Damian. Je fus d'accord avec elle. Mener une double vie était déjà incroyablement compliqué. Une triple vie aurait été presque inimaginable. Il y a autre chose, repris-je après une pause. Sur la clé USB, j'ai trouvé des scans de plusieurs passeports. Tous au nom de Damian, mais avec des noms de famille différents,
Kellner, Ferrat, Blanc, Rossi. Claudia eut un frisson. Ferrat, c'est mon nom. Damian l'a pris quand on s'est mariés. Avant, il s'appelait Kellner. Mais dans mon mariage aussi, il est Kellner, objectai-je. Nous nous sommes regardés, et je vis dans ses yeux la même pensée qui m'était venue. De faux papiers, dit-elle à voix basse. Il utilisait différentes identités, comme un espion ou un criminel. J'ai hoché la tête. Cela expliquait beaucoup de choses. Et en même temps, rien du tout. Pourquoi un homme ordinaire aurait-il besoin de faux documents? Que faisait vraiment notre mari commun? Était-il réellement en déplacement comme il le prétendait? Ou ailleurs, sous une autre identité, occupé à des choses dont ni Claudia ni moi n'avions la moindre idée? Les questions s'accumulaient, les réponses manquaient. Nous étions assises dans ce café depuis plus d'une heure. Nous avions déjà bu un espresso chacune, mais la conversation ne tarissait pas. J'avais raconté ma vie avec Damian, elle avait raconté la sienne. Deux histoires parallèles, deux visages d'un même homme. Est-ce qu'il y avait des choses étranges dans votre vie avec lui? Demandai-je. Des indices, des situations qui vous avaient paru suspectes. Claudia réfléchit. Oui, il y avait les appels, dit-elle après un instant. Des coups de fil bizarres, qui le rendaient nerveux et irritable. Parfois en pleine nuit. Il disait que c'était à cause du décalage horaire avec des partenaires étrangers. Mais il sortait toujours dans une autre pièce, parlait à voix basse. Et si je posais des questions, il répondait vaguement ou s'énervait. J'ai vécu ça aussi, acquiesçai-je. Et quoi d'autre? Les colis. Il recevait parfois des paquets sans adresse d'expéditeur. Il ne les ouvrait jamais devant moi, les emportait dans son bureau. Si je demandais, il répondait que c'était des dossiers de travail, de la documentation technique ou des échantillons. Je hochai la tête. Pareil chez nous. Une fois, j'ai ouvert un colis par erreur, pensant que c'était mes livres. Mais à l'intérieur, il y avait des papiers dans une langue étrangère et une petite boîte fermée avec du scotch. Damian est entré dans une rage folle, il a crié contre moi. C'était la seule fois où il a vraiment haussé la voix. Je me souvins aussi d'un incident semblable. J'avais pris sa mallette au lieu de la mienne et trouvé à l'intérieur des documents écrits dans une langue qui ressemblait à l'arabe. Damian s'était emporté, m'avait arraché la sacoche et était resté sombre toute la soirée. Nous en vînmes à la conclusion que Damian se livrait à quelque chose de secret, qu'il ne voulait partager ni avec elle ni avec moi. Probablement lié à des affaires internationales, peut-être illégales. Mais lesquelles? Nous n'en avions aucune idée. Et maintenant, que fait-on? Demandai-je après un long silence. Quand il reviendra, comment allons-nous réagir? Claudia haussa les épaules. Je ne sais pas. Je ne suis même pas sûre de vouloir le revoir après tout ça. 16 ans de mariage, et il vivait une double vie. Il me mentait, me trompait et peut-être qu'il mettait Lucas et moi en danger avec ses histoires louches. Comment pourrais-je encore lui faire confiance? Comment rester sa femme? Je comprenais. J'éprouvais la même chose. Mes 6 années de mariage reposaient sur un mensonge. Tout ce que je croyais savoir de mon mari n'était qu'un décor derrière lequel se cachait une autre réalité. Mais vous avez un fils, dis-je doucement. Lucas. Il a besoin de son père. Claudia eut un sourire amer. Un père qui ment et trompe, qui est peut-être un criminel. Non, Lucas n'a pas besoin d'un tel modèle. Il lui faut quelqu'un de droit, d'honnête, à qui il puisse ressembler. Et Damian n'est pas cet homme. Je ne pouvais qu'être d'accord avec elle. Après tout ce que nous avions découvert, l'image de Damian, mari honnête et père de famille, s'était effondrée comme un château de cartes. À sa place se dessinait un tout autre homme, menteur, double, peut-être même dangereux. Et vous? Demanda Claudia. Que allez-vous faire? Je haussai les épaules. Je ne sais pas. Mais sûrement pas continuer cette mascarade. Je ne peux plus vivre avec un homme que, au fond, je ne connais pas. Nous avons échangé nos numéros, convenant de nous tenir au courant, surtout si Damian réapparaissait chez l'une de nous. Au moment où je m'apprêtais à partir, Claudia me saisit la main. « Attendez, dit-elle. Il y a encore une chose. Vous avez parlé de la boîte trouvée dans le pot du cactus. Qu'y avait-il dedans, à part la photo? Juste la photo, répondis-je. Il aurait dû y avoir autre chose? Claudia fronça les sourcils. Dans la vidéo que vous avez vue, Damian mentionnait des documents dans la boîte. Des comptes bancaires, un bien immobilier, une assurance. Vous n'avez rien trouvé? Je fis non de la tête. Non, seulement la photo. Peut-être qu'il parlait des documents sur la clé USB? C'est possible, admit Claudia, sans être convaincue. Ou alors la boîte a un double fond. Je n'y avais pas pensé. Un double fond?
comme dans les films d'espionnage. Mais avec tout ce que nous avions appris sur Damian, ce n'était pas si invraisemblable. Vous avez la boîte avec vous? Non. Je l'ai laissée à la maison, je n'ai pris que la clé. Claudia acquiesça. D'accord. Quand vous rentrerez, examinez-la bien. Il y a peut-être un mécanisme caché, une cache. Je promis de le faire. Nous nous sommes quittés en nous étreignant comme de vieilles amies, alors que nous nous connaissions depuis à peine 2 heures. Étrange comme un malheur partagé peut rapprocher les gens. Sur le chemin du retour vers Milan, je repensais à notre conversation. Claudia m'avait paru sincère, aussi choquée et perdue que moi. Elle ignorait vraiment mon existence, comme j'ignorais la sienne. Nous étions 2 victimes du même mensonge, des marionnettes dans les mains d'un maître de la manipulation que nous appelions notre mari. Mais qui était Damian, en réalité? Que cachait-il derrière toutes ces façades? Et surtout, avait-il vraiment un passé ou un présent sombre, lié à des activités illégales, comme nous le craignions? Je suis rentrée dans ma ville tard le soir. Il était près de 10 heures quand le train est arrivé. Épuisée, vidée, mais décidée à aller au bout, j'ai choisi de passer la nuit dans un hôtel proche et de rentrer chez moi au matin. Il fallait que j'examine encore une fois la boîte, que je relise tous les documents de la clé, peut-être trouver d'autres indices. Et après, décider de la suite. Comment reconstruire ma vie après tout ce que je venais d'apprendre? L'hôtel, petit et chaleureux, se trouvait près de la gare. Je me suis enregistrée, suis montée dans ma chambre et me suis effondrée sur le lit. La journée avait été rude, pleine de secousses émotionnelles. Mais malgré la fatigue, le sommeil ne venait pas. Mes pensées revenaient sans cesse à Damian, à sa double vie, à ses secrets. J'ai décidé de revoir le contenu de la clé. Peut-être avais-je laissé passer quelque chose la première fois. Quelque chose qui m'aiderait à résoudre cette énigme. J'ai allumé l'ordinateur, branché la clé et commencé à passer les fichiers un à un. Je me suis attardée surtout sur les vidéos où Damian s'adressait à Claudia, parlant d'un danger potentiel et de la nécessité d'être prudent. Dans l'une, datée de l'an dernier, il paraissait particulièrement tendu. Il parlait vite, nerveusement, jetant des coups d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. « Claudia, si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose a mal tourné. Ça veut dire que je n'ai pas pu rentrer comme promis. Dans la boîte, il y a tous les documents nécessaires. Les attestations, les comptes, tout ce qu'il faut pour que toi et Lucas soyez en sécurité. S'il m'arrive quoi que ce soit, contacte Gustave. Il sait quoi faire. Et souviens-toi, je n'ai toujours aimé que toi et Lucas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. » La vidéo prit fin, et je restais figée devant l'écran. Damian parlait d'une boîte et de documents à l'intérieur. Mais dans la boîte que j'avais trouvée dans le pot du cactus, il n'y avait qu'une photo. Aucun document, aucune preuve, rien pour mettre Claudia et Lucas à l'abri. Et qui était ce Gustave? Damian n'avait donné ni nom de famille ni contact. Comment Claudia était-elle censée le retrouver? Et qu'est-ce que ce Gustave savait, exactement, qui pourrait aider en cas de danger? Les questions se multipliaient, les réponses non. Je continuais de parcourir les fichiers, à la recherche de la moindre piste. Dans le dossier des documents, je tombais sur un fichier étrange, sans extension. Impossible de l'ouvrir avec les programmes habituels. J'allais passer mon chemin quand je remarquai son nom, Gustave. Le même prénom que dans la vidéo. J'essayai plusieurs applications, en vain. Le fichier semblait chiffré ou protégé par mot de passe. Ma curiosité s'embrasa. Quel secret cachait-il donc? Qu'y avait-il d'assez important pour que Damian verrouille ce fichier? Je me rappelais les scans de passeport aux noms variés. Peut-être que l'un d'eux appartenait à ce mystérieux Gustave. J'ouvris de nouveau le dossier des passeports et les examinai un à un. Et en effet, l'un portait le nom de Gustave Blanc. Mais la photo était celle de Damian. Cela signifiait que Gustave était un alias de mon mari, une de ses nombreuses identités. J'avais la tête qui tournait. Qui était donc vraiment l'homme avec qui j'avais vécu 6 ans? Un simple cadre? Un virtuose de la double vie? Un criminel aux multiples passeports? Ou quelqu'un d'encore plus insaisissable, que je n'avais même pas imaginé? Il était déjà bien après minuit quand j'ai enfin éteint l'ordinateur et me suis allongée. L'épuisement a pris le dessus et je me suis aussitôt plongée dans un sommeil lourd, agité, peuplé de visions étranges et de peurs diffuses. Je me suis réveillée au son d'un message reçu sur mon téléphone. C'était tôt le matin, l'aube commençait à peine à poindre derrière la fenêtre. J'ai pris mon portable et regardé l'écran. Le message venait de Claudia. « J'ai des problèmes. Quelqu'un a forcé la porte de la villa. Je suis avec Lucas en sécurité, mais j'ai peur de rentrer à Milan. Et s'il venait jusque-là ?» J'ai aussitôt essayé de l'appeler, mais son téléphone était hors réseau.
J'ai tenté de lui écrire, message non délivré. Que se passait-il? Qui avait pu forcer la porte de la villa? Et surtout, est-ce que cela avait un lien avec notre conversation sur Damian? Ne sachant quoi faire d'autre, j'ai décidé de repartir au lac de Caume, de retrouver la villa de Claudia et de vérifier qu'elle et son fils allaient bien. Peut-être étais-je paranoïaque, mais après tout ce que j'avais découvert ces 2 derniers jours, chaque détail étrange paraissait une menace potentielle. Je me suis préparé rapidement, et quitté l'hôtel et filé vers la gare. Heureusement, le premier train pour le lac de Caume partait dans une demi-heure. J'ai acheté un billet et pris place dans un wagon à moitié vide. Le trajet m'a semblé interminable. J'étais rongée d'inquiétude. Et si Claudia avait vraiment eu des ennuis? Et si ses paroles sur le danger, sur la prudence à avoir, n'étaient pas de simples précautions mais un vrai avertissement? Enfin, le train est arrivé à Bellagio. J'ai aussitôt gagné la station de taxi, décidé à retourner au café Luna Rossa, là où nous nous étions vus hier. De là, je pourrais commencer à chercher sa villa. Le chauffeur, un vieil homme au visage bienveillant, a écouté ma demande avec intérêt. Au Luna Rossa? S'étonna Théil. C'est un peu loin. Et pourquoi si tôt? Le café est encore fermé. Je cherche une amie, expliquai-je. Elle est dans une villa près de là-bas, mais je n'ai pas son adresse exacte. On devait se voir au café, mais elle ne répond plus au téléphone. Il hocha la tête, compréhensif. Comment s'appelle votre amie? Peut-être que je la connais. Je conduis ici depuis 20 ans, je connais tout le monde. Claudia Ferrat, avec son fils Lucas. À ma surprise, son visage s'éclaira. Ah, les Ferrat. Bien sûr que je les connais. Des braves gens. Leur villa est à Villa Regina, juste après le Luna Rossa. Vous voulez que je vous y emmène? J'avais du mal à croire à ma chance. Était-ce possible que ce soit aussi simple? Oui, je vous en prie, conduisez-moi chez eux. Le trajet a duré une 20aine de minutes. Nous avons dépassé le café Luna Rossa, encore fermé, puis pris une route pittoresque avant d'arriver aux grilles d'un quartier huppé avec une plaque Villa Regina. La villa des Ferrat, c'est celle-là, la blanche au toit rouge, indiqua le chauffeur en arrêtant la voiture. C'est étrange, on dirait qu'ils ne sont pas là. Pas de voiture garée. Peut-être qu'ils sont déjà repartis? J'ai payé, suis descendu de la voiture. Effectivement, aucune voiture ne se voyait sur le terrain. Peut-être Claudia et Lucas étaient-ils déjà partis? Ou n'étaient-ils jamais venus ce week-end, et le message n'était qu'une fausse alerte? Mais pourquoi alors Claudia aurait-elle écrit que la porte avait été forcée? Et pourquoi ne répondait-elle plus? Je m'approchai de la grille et la poussai doucement. Non verrouillée. Curieux. Si Claudia craignait pour sa sécurité, n'aurait-elle pas dû fermer soigneusement toutes les portes? Le jardin était soigné, parterre fleuri et massif bien entretenu. La villa à 2 étages, avec sa terrasse, respirait l'élégance et le confort. Mais en arrivant devant la porte, j'ai vu immédiatement les marques d'effraction. La serrure avait été arrachée, la porte ne tenait plus qu'à la charnière du haut. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Quelque chose s'était vraiment passé. Quelqu'un avait bien forcé cette maison. Mais où étaient Claudia et Lucas? J'ai poussé la porte et suis entrée. Claudia? Lucas? Vous êtes là? Silence. La villa semblait vide. Je suis passée du hall au salon. Tout était sens dessus-dessous. Meubles renversés, tiroirs vidés, affaires éparpillées. Quelqu'un cherchait quelque chose, à la hâte, sans se soucier des dégâts. Je suis montée à l'étage. Même scène. Désordre, chaos, objets jetés partout. Dans une chambre, sûrement celle de Lucas, des livres scolaires, un survêtement, des posters arrachés du mur traînés au sol. Dans une autre, probablement celle de Claudia, le contenu de l'armoire était étalé sur le lit, les tiroirs de la table de chevet sortis. Qu'était-il arrivé ici? Qui avait provoqué ce saccage? Et surtout, où étaient Claudia et Lucas? Je suis redescendue et suis allée jusqu'à la cuisine. Le désordre y était moindre, mais visible. Sur la table, 2 tasses d'expresso à moitié pleines. Ils étaient donc là au moment de l'intrusion. Peut-être avait-il entendu du bruit et fui? Mais où? Et pourquoi Claudia ne répondait-elle toujours pas? Je suis sortie sur la terrasse arrière. Le jardin s'ouvrait sur un petit bois. Avait-il couru jusque-là pour se cacher? Claudia. Lucas. C'est moi, Célina. Vous êtes là? En réponse, seulement le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Personne en vue. Mais où avait-il bien pu aller? Il n'avait pas de voiture, et le village le plus proche était à plusieurs kilomètres. Je suis rentrée dans la villa, le cœur lourd, l'angoisse montant en moi. Quelque chose s'était produit,
quelque chose de grave. Mais quoi exactement, et quel lien cela avait-il avec Damian et ses secrets? En inspectant le salon, j'aperçus un éclat sous un fauteuil renversé. Je me baissai et ramassai l'objet. C'était un téléphone portable. L'écran était fissuré, mais l'appareil fonctionnait encore. J'appuyai sur le bouton et vis l'image d'accueil, une photo de Claudia avec Lucas. C'était son téléphone, celui-là même dont elle m'avait envoyé le message du matin. Cela voulait dire qu'elle était ici quand elle avait écrit. Et peu après, quelque chose s'était produit. Quelque chose qui l'avait forcé à abandonner son téléphone et à fuir? Ou bien on l'avait obligé à partir? Un frisson glacé me parcourut. Et si Claudia et Lucas n'avaient pas seulement disparu? Et s'ils avaient été enlevés? Si tous ces avertissements sur le danger n'étaient pas des mots en l'air, mais une vraie menace? Mais qui aurait pu les enlever? Et pourquoi? Est-ce lié à Damian, à ses affaires secrètes? Ou à notre rencontre d'hier? Peut-être que quelqu'un nous surveillait, avait entendu nos discussions et décidé d'agir. Je ne savais pas quoi faire. Prévenir la police? Mais que pouvais-je dire? Que la femme de mon mari bigame avait disparu avec son fils après une discussion où nous parlions de sa double vie. Cela sonnerait comme le délire d'une folle. Je décidai de fouiller encore la maison, espérant trouver un indice, une trace qui expliquerait ce qui était arrivé à Claudia et Lucas. Dans le bureau, apparemment celui de Damian, c'était le même chaos que dans le reste de la villa. Les tiroirs du bureau étaient ouverts, les papiers éparpillés, les livres jetés au sol. Je me mis à examiner les documents, cherchant quelque chose d'utile. La plupart n'étaient que des factures, des quittances, de vieilles lettres. Rien qui puisse expliquer ce désordre. Mais dans un livre tombé par terre, je trouvai une feuille pliée. Un texte manuscrit, d'une écriture que je reconnus aussitôt. Celle de Damian. Claudia, si tu lis ceci, c'est que mes craintes étaient justes. Ils ont découvert ton existence et celle de Lucas. Ne cherche pas à me joindre, ne reste pas à la maison, ce n'est pas sûr. Pars à Zurich, chez ma tante Katharina. Tu connais l'adresse. Là-bas, vous serez en sécurité, au moins pour un temps. Et surtout, ne parle jamais de Charlotte. À personne, tu m'entends? C'est une question de vie ou de mort. Je relus la note plusieurs fois, essayant d'en comprendre le sens. Damian mettait Claudia en garde, lui conseillait de partir à Zurich chez une certaine tante Katharina, et insistait sur le fait de ne parler de Charlotte à personne. Charlotte? Qui était-elle? Encore une femme dans la vie de Damian? Encore un secret? Et qui étaient ces « ils » dont il parlait, qui représentaient une menace pour Claudia et Lucas? Était-ce lié à sa double vie, à ses affaires obscures? Les questions se bousculaient, mais une chose devenait claire. Claudia avait sans doute trouvé cette note et, suivant les instructions de Damian, était partie à Zurich. C'est peut-être pour cela qu'elle ne répondait plus à mes appels. Elle se cachait, fuyait un danger invisible. Mais moi, que devais-je faire? Partir à Zurich, chercher cette Katharina? Rentrer chez moi et attendre Damian pour exiger des explications? Ou bien tout raconter à la police et les laisser démêler cette histoire? Je n'eus pas le temps de décider. J'entendis une voiture s'arrêter dehors. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre et vis un 4x4 noir se garer devant le portail. 2 hommes en costume sombre en descendirent, semblables à des agents secrets dans un film. Mon cœur se serra. Qui étaient-ils? Voulaient-ils Claudia et Lucas? Et représentait-il un danger pour moi? Je choisis de ne pas attendre. Glissant la note de Damian dans ma poche, je sortis en vitesse par la porte arrière et courus vers le bois. Mieux valait disparaître avant que ces hommes ne me trouvent. Je m'enfonçai entre les arbres, avançant le plus discrètement possible. Derrière moi, des voix résonnaient. Ils avaient découvert que la maison était vide et fouillaient sans doute les alentours. Je devais aller plus loin, plus vite. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. 1 heure peut-être. Finalement, épuisé, je m'arrêtai près d'un ruisseau. Plus de bruit de poursuite. Soit ils ne m'avaient pas vu fuir, soit ils jugeaient inutile de traquer une simple visiteuse. Je m'assis sur un tronc abattu et essayai de reprendre mes esprits. Qu'est-ce qui se passait? Qui étaient ces hommes? Pourquoi Damian avait-il mis Claudia en garde? Et surtout, que devais-je faire maintenant? D'abord, sortir de la forêt et revenir en zone habitée. Ensuite décider. Zurich? Chez moi? La police? Je sortis mon téléphone pour vérifier le réseau et restai figé. Un appel manqué s'affichait. De Damian. 10 minutes plus tôt. La main tremblante, je rappelai. Les sonneries s'enchaînèrent. 1, 2, 3. Puis sa voix, si familière et si étrangère à la fois. Célina, où es-tu? Sa voix vibrait de tension.
Je ne savais que dire. Avouer la vérité? Mentir? Faire semblant d'ignorer tout? Dans la forêt, répondis-je enfin. Pas loin de la villa de ta femme Claudia. Celle que tu as oublié de mentionner pendant nos 6 ans de mariage. Silence au bout du fil. Puis, doucement, Damian lâcha. Tu sais. Ce n'était pas une question, mais un constat. Il comprenait que son secret avait éclaté. Oui, Damian, je sais, confirmai-je. Je sais que tu es marié depuis 16 ans avec une autre femme. Je sais que tu as un fils adolescent. Je sais que toute notre vie ensemble n'était qu'un mensonge. Pas toute, protesta-t-il. Pas toute, Célina. Je t'aime vraiment. Ça, ce n'a jamais été un mensonge. Je laissai échapper un rire amer. Tu m'aimes? Et c'est pour ça que tu m'as menti toutes ces années? Que tu as mené une double vie? Tromper une femme qui se croyait ton unique épouse? Si c'est ça ton amour, je n'ose pas imaginer ce que serait ta haine. Damian soupira. C'est bien plus compliqué que tu ne l'imagines, Célina. Bien plus compliqué. Mais ce n'est pas le moment d'expliquer. Tu es en danger. Vous êtes toutes les deux en danger. Claudia et Lucas sont déjà partis. Toi aussi tu dois fuir. Tout de suite. Un frisson me parcourut le dos. En danger? De qui? De ceux qui me cherchent, répondit-il. Je ne peux pas expliquer maintenant. Écoute-moi, par pitié. Quitte le lac de Côme. Rentre chez toi, prends juste l'essentiel et pars pour Zurich. Bahnhofstrasse, numéro 247. Demande Katharina Müller. Dis-lui que tu viens de ma part. Elle t'aidera. Mais, commençai-je, avant qu'il ne m'interrompe. Pas de « mais », Célina. C'est une question de vie ou de mort. De ta vie et de ta mort. Fais ce que je dis. Et sois prudente. On pourrait déjà te surveiller. Puis il raccrocha, me laissant bouleversée. Qu'est-ce qui se passait? Qui étaient ces gens qui le traquaient? Pourquoi pensait-il que j'étais en danger? Et surtout, pourquoi devrais-je lui faire confiance après tout ce que je venais de découvrir? Pourtant, son inquiétude sonnait vraie. Et ces 2 hommes à la villa paraissaient vraiment suspects. Et si Damian disait la vérité? Et si je risquais vraiment ma vie? Je décidai de ne pas tenter le diable. En sortant de la forêt, je trouvai une route menant au village le plus proche. Là, j'eus la chance de trouver une voiture qui me prit jusqu'à Bellagio, et de là je pris le premier train pour rentrer chez moi. Tout le trajet, je ressassais la situation. Qui était vraiment Damian? Pourquoi des gens le poursuivaient-ils? Et à quel point la menace était réelle pour moi, pour Claudia et Lucas? De retour chez moi, je vérifiai aussitôt l'appartement. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le désordre dans la chambre après le pot de cactus brisé, l'ordinateur encore allumé dans le salon, la tasse sale dans la cuisine. Pas de trace d'intrusion, aucun signe que quelqu'un soit venu. Je m'approchai de l'étagère où reposait la boîte métallique trouvée dans le pot. Je la pris en main et l'examinai attentivement. Une simple boîte en métal, un peu rouillée, avec une petite serrure. Rien de particulier. Mais Claudia avait parlé d'un double fond. Et si elle avait raison? Et si Damian y avait vraiment caché des documents? Je retournai la boîte et commençai à tapoter le fond. À un endroit, le son était plus sourd. En regardant de près, je remarquai un petit bouton presque invisible sur le rebord. J'appuyai dessus, et une partie du fond coulissa, révélant un minuscule compartiment secret. À l'intérieur, un papier plié. Je le dépliai et lus un texte manuscrit, mais l'écriture m'était inconnue, ce n'était pas celle de Damian. Coordonnées, 46°32', 8°15'. Clé dans la cavité de la 3e molaire en haut à droite. Document chiffré. Clé, date de naissance de M plus L selon l'ordre alphabétique. Code d'accès au compte. Les 5 premiers chiffres après la virgule de pi plus l'année de rencontre. Je relus plusieurs fois, essayant d'y voir clair. Des coordonnées? Une clé dans une dent? Des documents cryptés? On aurait dit un scénario d'espionnage, pas la vie d'un simple cadre en logistique. Mais Damian, je le savais désormais, n'était pas un homme ordinaire. Il avait plusieurs passeports avec des noms différents, il parlait de dangers mystérieux. Était-il espion? Criminel? Fugitif? Je décidai de vérifier les coordonnées. J'ouvris une carte sur l'ordinateur et les entrées, 46°32, nord, 8°15'. Cela pointait en Suisse, en pleine nature, loin des villages. Un bois ou un champ? Qu'est-ce qui pouvait bien être caché là-bas? Le reste du message était encore plus énigmatique. La clé dans la 3e molaire en haut à droite. Mais de qui? De Damian? De l'auteur du message?
Et ces documents cryptés, où étaient-ils? Sur la clé USB trouvée dans le pot? Et ce fameux M plus L? M, sûrement Damian. Mais elle? Lucas? Ou quelqu'un d'autre? Enfin, le code au compte, les 5 premiers chiffres après la virgule de pi plus l'année de rencontre. Puis je m'en souvenais, 3,14159. Donc 14159. Et l'année de notre rencontre avec Damian, 2016. Le code serait donc 14159 à 2016. Mais quel compte? Nous avions un compte commun, et ce n'était pas ce code-là. Y avait-il un autre compte caché? Les questions se multipliaient, mais je n'avais aucune réponse. Et le temps pressait. Damian avait dit que j'étais en danger, et même si je doutais encore de lui, sa peur semblait sincère. Je pris la décision de suivre son conseil et de partir pour Zurich, chez cette mystérieuse tante Katharina. Peut-être y trouverais-je Claudia et Lucas. Peut-être y découvrirais-je la vérité. Peut-être aussi que j'y serais en sécurité. Je rassemblai rapidement l'essentiel dans une petite valise, puis jetai un dernier regard à l'appartement. 6 ans de ma vie dans ces murs. 6 ans bâtis sur des mensonges. La douleur de le réaliser était immense, mais plus insupportable encore était l'incertitude. Que allait-il m'arriver maintenant? Reverrai-je un jour ce foyer? Reverrai-je Damian? Je fermai la porte derrière moi et descendis les escaliers. Dehors, tout semblait calme, rien n'annonçait un danger. Mais après les paroles de Damian, je devenais méfiante. J'avais l'impression que derrière chaque coin de rue se cachait un regard, que chaque voiture qui passait mes pieds. Arrivé à la gare, j'achetai un billet pour le prochain train vers Zurich. En attendant l'embarquement, je jetais sans cesse des regards autour de moi, cherchant des visages suspects. Mais personne ne faisait attention à moi. Juste des voyageurs pressés, absorbés par leurs affaires. Le train entra en gare à l'heure, et je m'installai près d'une fenêtre. Quand il démarra, je me permis enfin de relâcher un peu la tension. Peu importait ce qui m'attendait à Zurich, au moins je n'étais plus figé chez moi, à attendre que le danger vienne frapper à ma porte. Le paysage défilait derrière la vitre. La ville, remplacée peu à peu par les faubourgs, puis des champs, des forêts, de petits villages. Un décor paisible, en total contraste avec le chaos qui régnait dans ma tête. Mes pensées revenaient sans cesse à Damian, à sa double vie, à ses secrets. Qui était-il vraiment? Pourquoi vivait-il ainsi, écartelé entre deux existences? Et surtout, m'avait-il un jour aimé sincèrement, ou n'étais-je qu'une pièce dans une partie qu'il menait? En repassant nos années ensemble, je cherchais les indices de sa tromperie. Y avait-il des moments où il avait laissé échapper quelque chose? Où son masque avait glissé? Rien de précis ne me revenait. Damian avait toujours été prévenant, attentif. Oui, il y avait ses déplacements fréquents, ses coups de fil étranges, ses absences soudaines. Mais j'avais toujours mis ça sur le compte de son travail, de son rythme stressant. Jamais je n'aurais imaginé qu'il y avait une seconde vie cachée derrière ces détails. Comment avait-il réussi à mener cette double existence toutes ces années? Comment répartissait-il son temps entre deux familles? Comment se souvenait-il de ce qu'il racontait à l'une et à l'autre? Cela demandait une organisation incroyable, presque un talent d'acteur. Ou bien une aptitude maladive au mensonge. 3 heures plus tard, le train arriva à Zurich. Je descendis et me dirigeai aussitôt vers la station de taxi. Je donnai l'adresse, Bahnhofstrasse, 247. Le trajet dura une vingtaine de minutes. La voiture s'arrêta devant une petite maison de plain-pied, entourée d'un jardin soigné. Rien de particulier. Une maison simple, dans un quartier tranquille. Qui vivait ici? Était-ce vraiment une tante de Damian? Et savait-elle quelque chose de sa double vie? Je payai le chauffeur, pris ma valise et m'avançai vers la grille. Le doute me saisit une seconde. Que dire à la maîtresse des lieux? Comment expliquer ma venue? Mais je n'avais plus le choix. J'ouvris la grille, longeai l'allée et, prenant une grande inspiration, appuyai sur la sonnette. De longues secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Une femme âgée, d'environ 70 ans, au visage doux et ridé, aux yeux vifs, apparut sur le seuil. « Bonjour, dis-je. Vous êtes Katharina Müller ?» Elle hocha la tête, m'examinant avec attention. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?»« Je m'appelle Célina, » répondis-je. « Célina Kellner. Je viens de la part de Damian. » À l'évocation de ce nom, son visage changea. Dans son regard passèrent l'inquiétude et la méfiance. « Entrez vite, » dit-elle en se poussant pour me laisser entrer. On ne reste pas sur le pas de la porte. À peine à l'intérieur, Katharina verrouilla la porte avec 3 serrures au moins. Ce niveau de précaution me sembla étrange pour un quartier si calme.
Suivez-moi, dit-elle, m'emmenant de l'entrée jusqu'au salon. La pièce était chaleureuse, bien tenue, avec un mobilier qui semblait dater de plusieurs décennies. Un canapé recouvert d'un plaid tricoté, une vitrine de porcelaine, une télé sur un meuble bas, des étagères de livres. Tout respirait la vie paisible d'une vieille dame. Rien qui laissait deviner des secrets ou des menaces. Mais ce qui attira mon attention, ce ne fut pas le décor. Sur le canapé étaient assis Claudia et Lucas. Sains et saufs. Célina, s'exclama Claudia en se levant d'un bond. Dieu merci, vous êtes là. On était si inquiets. Elle vint m'enlacer comme une vieille amie. Lucas, grand adolescent au visage où l'on retrouvait les traits de Damian, me dévisageait avec une curiosité prudente. Vous vous connaissez ? Demanda Katharina, surprise, en nous observant tour à tour. Oui, répondit Claudia. On s'est rencontrés hier. Célina est l'épouse de Damian. L'autre. Katharina secoua la tête. Oh Damian, que as-tu encore fait ? Je m'assis dans un fauteuil, sentant enfin la tension des derniers jours s'alléger un peu. Au moins, Claudia et Lucas étaient en sécurité. Et moi aussi, pour l'instant. Racontez-moi ce qui s'est passé, demandai-je à Claudia. Qui a forcé la porte de la villa ? Pourquoi avez-vous fui ? Claudia prit place à côté de moi et commença son récit. Après notre discussion au café, je suis rentrée et j'ai expliqué à Lucas la vérité. Pas tout, bien sûr, mais je lui ai dit que son père menait une double vie, qu'il avait une autre femme. Lucas était sous le choc, il refusait d'y croire. Nous avons parlé longtemps, essayant de comprendre ce que tout cela voulait dire. Puis, dans la nuit, j'ai trouvé dans le bureau de Damian cette note où il parlait de danger et conseillait de venir ici, chez sa tante. J'hésitais à le croire, mais je n'ai pas voulu prendre de risques. Nous devions partir au matin, mais ils sont arrivés avant. « Qui ça ?» demandai-je. « 2 hommes en costume noir, » répondit-elle. Ils sont arrivés dans un 4x4 sombre. Je les ai vus depuis la fenêtre de la chambre et j'ai compris aussitôt qu'ils ne venaient pas en amis. Avec Lucas, on a réussi à s'échapper par la porte de derrière et à se cacher dans la grange des voisins. On les a vus forcer la porte et fouiller toute la maison. Ils cherchaient quelque chose. Puis ils sont repartis. On a attendu la nuit tombée, puis on a gagné le bourg à pied. De là, en autostop, nous avons rejoint Uric. J'avais l'adresse de Katharina, Damian en avait parlé une fois. Ils ne vous ont pas suivi ? Demandai-je. Claudia secoua la tête. Je ne pense pas. Nous avons été très prudents. J'ai jeté mon téléphone pour qu'on ne puisse pas nous localiser. J'en ai acheté un autre ici, à Zurich, juste pour t'envoyer ce message. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Reçu, acquiesçai-je. C'est pour ça que je suis allée à la villa. Et il s'en est fallu de peu que je croise les mêmes hommes. Je racontai ma visite au lac de Caume, ma fuite dans la forêt devant ces inconnus en costume noir, puis l'appel de Damian et son avertissement. Alors c'est vrai, murmura Claudia, pensive. Nous sommes vraiment en danger. Mais pourquoi ? Qu'a fait Damian ? Et qui sont ces gens ? Tous les regards se tournèrent vers Katharina. S'il y avait bien quelqu'un capable de lever le voile sur les secrets de Damian, c'était elle. La vieille femme poussa un soupir et se leva du canapé. « Je vais préparer du thé », dit-elle. La conversation sera longue. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, Claudia et moi échangeâmes des nouvelles. Je lui parlais de la note trouvée dans la cachette de la boîte, des coordonnées mystérieuses et des codes chiffrés. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» s'étonna Claudia. « On dirait un roman d'espionnage, pas une vraie vie. » C'est peut-être exactement ça, répondit Katharina en revenant avec un plateau garni de tasses et d'un plat de biscuits. Il est possible que Damian ait vraiment un lien avec ce que vous appelez l'espionnage. Elle posa le plateau sur la table et s'installa dans un fauteuil en face de nous. En réalité, je ne suis pas la tante de Damian, commença-t-elle. Je suis son officier traitant. Enfin je l'étais, jusqu'à ce qu'il décide de quitter le jeu. Officier traitant ? Répétai-je. Dans quel sens ? Damian travaille pour les services secrets, expliqua Katharina. Ou plutôt, il travaillait. Il était infiltré dans une organisation criminelle internationale spécialisée dans le trafic d'armes et de drogue. Je n'en croyais pas mes oreilles. Damian, un agent secret ? Cela semblait si absurde, si irréel, que j'eus presque envie de rire. Mais le visage sérieux de Katharina ne laissait aucun doute. « C'est une blague ?» demanda Claudia, visiblement aussi choquée que moi. « Malheureusement non », secoua la tête Katharina. Damian a été recruté il y a 15 ans, alors qu'il était encore étudiant. On l'a envoyé en infiltration. Pour ça, il a dû créer une nouvelle identité, une nouvelle biographie.
puis une autre encore, quand il a fallu élargir son réseau de contacts. Mais pourquoi se marier ? S'indigna Claudia. Pourquoi fonder une famille s'il travaillait sous couverture ? Cela faisait partie de sa légende, répondit Katharina. Un homme marié inspire plus confiance. Et puis, ça lui donnait un point d'ancrage, une stabilité dans la vraie vie. Les agents sous couverture profonde perdent souvent le sens de qui ils sont. Avoir une famille aidait Damian à ne pas s'oublier lui-même. Et la deuxième famille ? Demandai-je. Pourquoi moi, alors qu'il avait déjà Claudia et Lucas ? Katharina me regarda avec compassion. Ça, ce n'était pas prévu. Damian t'a rencontré au cours d'une mission. Tu ne devais être qu'une source d'information, mais il est tombé amoureux. Pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti quelque chose de vrai. Il n'aurait jamais dû t'épouser, c'était une violation de toutes les règles, mais il n'a pas pu résister. Mes lèvres tremblèrent. Damian m'aimait vraiment. Ce n'était pas un rôle, pas un mensonge. Si vous étiez son officier, pourquoi l'avoir laissé faire ? Demanda Claudia, et sa voix vibrait d'amertume. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté quand il a décidé de fonder une deuxième famille ? J'ai essayé, soupira Katharina. Je l'ai supplié de renoncer, je lui ai dit que c'était trop risqué, qu'il mettait en danger sa vie, les vôtres et celle de l'enfant. Mais il refusait. Il affirmait qu'il pourrait vous protéger toutes les deux. Et il faut admettre qu'il y est parvenu jusqu'à récemment. Qu'est-ce qui a changé ? Demandai-je. Katharina hésita un instant, comme si elle mesurait ce qu'elle pouvait nous dire. Il y a 6 mois, Damian a découvert des informations sur une énorme cargaison d'armes. Pas des armes ordinaires, des armes chimiques interdites par les conventions internationales. Il a transmis les données, une opération de saisie a été organisée. Mais quelque chose a mal tourné. Les criminels ont eu vent de l'embuscade et se sont enfuis. Ils ont compris qu'il y avait une taupe parmi eux. Damian a su que le cercle des suspects se refermait et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Alors il a décidé de disparaître, de simuler sa mort et de commencer une nouvelle vie. Avec vous deux. Quoi ? Soufflâmes-nous, Claudia et moi d'une seule voix. Il avait tout prévu, continua Katharina. Des papiers, de l'argent, de nouvelles identités pour vous et pour l'enfant. Il comptait d'abord parler à chacune de vous, puis organiser une rencontre. Il espérait que vous pourriez, si ce n'est vous entendre, au moins coexister pour votre sécurité. Mais il n'a pas eu le temps. Ils l'ont démasqué plus tôt que prévu. Et maintenant, où est-il ? Demanda Claudia d'une voix tremblante. Katharina haussa les épaules. Je n'en sais rien. Il m'a appelé il y a 3 jours. Il m'a dit qu'il devait se cacher et qu'il reprendrait contact quand ce serait sûr. Depuis, plus rien. Dans la pièce, un lourd silence s'installa. Chacune d'eux nous essayait d'assimiler ce que nous venions d'apprendre. Damian n'était pas seulement un homme à la double vie, mais un agent des services secrets sous couverture. Cela expliquait beaucoup de choses. Ses absences fréquentes, ses coups de fil étranges, son refus de parler de son travail. Mais accepter cette vérité n'était pas facile. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Demanda Lucas, qui jusque-là avait écouté sans rien dire. On est en danger ? Katharina hocha la tête. J'en ai bien peur. Si les criminels ont découvert Damian, ils peuvent vous retrouver aussi. Pour faire pression sur lui ou pour se venger. Alors quoi, on va devoir se cacher toute notre vie ? Lança Claudia, amère. Pas toute la vie, répondit Katharina en secouant la tête. Damian vous a laissé une porte de sortie. Célina, tu as parlé d'un message avec des coordonnées et des codes ? J'acquiesçai et sortis de ma poche la feuille trouvée dans la cachette de la boîte. Voilà, lisez vous-même. Katharina prit la note et l'examina longuement. C'est bien ce que je pensais, dit-elle en hochant la tête. Ce sont des indications pour trouver la planque et l'argent que Damian avait préparé pour vous. Les coordonnées pointent un endroit en Suisse. Sûrement une cache avec des documents ou des clés. La mention de la molaire, c'est pour Damian, il a vraiment une dent avec un microchip dedans. Ce microchip contient la clé de chiffrement pour accéder à un serveur. Quant au code d'accès, c'est sans doute pour un compte bancaire où il a déposé de quoi recommencer une nouvelle vie. Mais à quoi ça nous sert ? Demandai-je. Damian a disparu, et le microchip est avec lui. Comment accéder à ces documents et à ce compte ? Katharina réfléchit. Il a peut-être fait une copie. Damian était prévoyant, il aurait gardé une sauvegarde. Elle est peut-être dans la cache indiquée par les coordonnées. Alors il faut qu'on y aille ? Demanda Claudia. Oui, j'en ai bien peur, confirma Katharina. Mais c'est risqué. Vous pourriez être suivi. Je repensais aux hommes en noir qui fouillaient la villa de Claudia.
Étaient-ils des criminels cherchant Damian? Ou des agents des services secrets, ses collègues, qui voulaient le retrouver ou protéger sa famille? Vous ne pouvez pas nous aider? Demandai-je à Katharina. Vous étiez son officier, vous devez avoir des ressources. La vieille femme secoua la tête. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Officiellement, je n'ai plus rien à voir avec l'opération de Damian. Je peux vous conseiller, vous héberger un temps, mais pas plus. Et puis la situation est compliquée. Damian agissait ces derniers temps de son propre chef, sans toujours prévenir ses supérieurs. Alors je ne sais même plus à qui faire confiance. Alors on est seuls, conclut Claudia. Il n'y a que nous qui puissions nous en sortir. Le silence retomba. Nous étions toutes plongées dans nos pensées. La situation paraissait sans issue. Le danger nous guettait, Damian avait disparu, et la seule piste menait à une mystérieuse cache dans les montagnes suisses. Je pense qu'on doit aller voir, dis-je enfin. Qu'est-ce qu'on risque de plus? Si là-bas il y a vraiment ce qu'il faut pour recommencer, ça vaut la peine. Claudia hocha la tête. D'accord. Mais comment on y va? On n'a pas de voiture, et il n'y a pas de bus qui va en pleine forêt. J'ai une voiture, proposa Katharina. Elle est vieille, mais elle roule. Je peux vous la prêter. Mais partez de nuit, ce sera plus discret. Nous parlâmes des détails. Le départ serait à minuit, quand les routes seraient calmes. Katharina nous donna une carte de la Suisse, avec l'endroit des coordonnées marquées d'une croix. C'était bien dans une forêt, loin des villages. Comment trouver la cache? Et si les coordonnées n'étaient pas assez précises, faudrait-il fouiller des centaines de mètres carrés? Mais nous n'avions pas d'autre choix. C'était notre seule chance. Nous passâmes le reste de la journée chez Katharina à nous préparer. Elle nous donna des vêtements chauds, des lampes de poche, de la nourriture et de l'eau. Nous étudiâmes la carte pour repérer le chemin le plus sûr. Et tout ce temps, je ne cessais de penser à Damian. Où était-il? Était-il encore vivant? Et le reverrais-je un jour? À 23h, nous étions prêtes. Katharina nous mena par la porte arrière jusqu'au garage, où attendait une vieille Volkswagen Passat. Le réservoir est plein, dit-elle en tendant les clés à Claudia. Les papiers sont dans la boîte à gants. Bonne chance, et soyez prudente. Nous montâmes toutes les trois, Claudia, Lucas et moi, dans la voiture. En quittant la maison, Claudia roula d'abord phares éteints, seulement avec les veilleuses, jusqu'à ce qu'on soit hors de la ville. Sur l'autoroute, elle alluma enfin les feux de croisement et accéléra dans la nuit. La première heure passa dans un silence pesant. Chacune enfermée dans ses pensées. Je regardais les arbres défiler par la vitre et je me disais à quel point la vie pouvait basculer en 2 jours. Samedi matin encore, j'étais une femme ordinaire, avec ses soucis et ses petites joies. Et là, j'étais sur une autoroute vide, en pleine nuit, avec la femme et le fils de mon mari, fuyant des poursuivants invisibles et cherchant une cachette pour une nouvelle vie. Si quelqu'un m'avait raconté une telle histoire, j'aurais ri en disant que c'était l'intrigue d'un mauvais polar. Mais c'était ma réalité. Comment tu as rencontré Damian? Demanda soudain Lucas, rompant le silence. Je me tournai vers lui. L'adolescent était assis à l'arrière, les genoux serrés contre sa poitrine. À la lueur pâle du tableau de bord, son visage paraissait plus âgé, plus grave. On s'est rencontrés à une exposition d'art contemporain, répondis-je après une pause. J'y étais avec une amie, et lui il a dit qu'il était là pour le travail, que sa société sponsorisait l'événement. On a commencé à parler devant une installation. Il m'écoutait avec attention, faisait des blagues, voulait connaître mon avis. À la fin de la soirée, il m'a demandé mon numéro. Et quelques jours plus tard, il m'a appelé pour m'inviter à dîner. « Et vous n'avez jamais deviné qu'il avait déjà une famille ?» demanda Lucas, sans reproche dans la voix, seulement une curiosité sincère. « Non, bien sûr que non, secouai-je la tête. Il ne m'a jamais donné de raison de douter. Il était prévenant, attentionné. Oui, il y avait des choses étranges, ses voyages fréquents, ses appels mystérieux. Mais je pensais que c'était à cause de son travail. Et maintenant, j'apprends que son travail, c'était l'espionnage. Incroyable, souffla Lucas. Nous non plus, avec maman, on ne savait rien. On pensait qu'il était juste logisticien. Il savait garder des secrets. J'ai remarqué, lança Claudia sans détourner les yeux de la route. Et il savait surtout bâtir sa vie sur des mensonges. Dans sa voix, il y avait de l'amertume. Je la comprenais. Nous avions été trompés par le même homme, celui que nous aimions et en qui nous avions confiance. Même si maintenant on connaissait la raison de ces mensonges, une raison noble, comme dirait Katharina, il était difficile de l'accepter. « Tu l'aimes encore ?» demanda soudain Claudia en me jetant un coup d'œil rapide. Je restai silencieuse un instant.
Est-ce que j'aimais Damian? Après tout ce que j'avais appris, après tout ce qui s'était passé, je ne sais pas, avouai-je. Je ne suis même pas sûre d'avoir jamais connu le vrai Damian. L'homme derrière ses masques et ses rôles. Mais j'ai aimé celui que je connaissais. Et une partie de moi l'aime encore. Et toi? Claudia garda le silence longtemps, fixant la route devant elle. J'ai vécu 16 ans avec lui, dit-elle enfin. Je lui ai donné un fils. On a partagé les joies et les épreuves. Et tout ce temps, il m'a menti. Pas sur des détails, mais sur l'essentiel. Ce n'est pas seulement qu'il avait une autre femme. Ça, j'aurais pu lui pardonner. Mais il m'a caché toute sa vie, son travail, ses véritables buts. Il m'a caché qui il était vraiment. Comment pourrais-je aimer un homme que je ne connais pas? Le silence revint, seulement troublé par le bruit du moteur et des pneus sur l'asphalte. Nous roulions dans la nuit, 3 personnes liées par un seul homme et ses secrets. 3 vies bouleversées par un simple pot de cactus brisé. Vers 3 heures du matin, nous avons quitté l'autoroute pour une route de campagne. Le GPS de Claudia indiquait qu'il restait environ 25 km jusqu'au point marqué par les coordonnées. La route devenait de plus en plus mauvaise. L'asphalte céda place à un chemin de terre, et la voiture tremblait sur les nids de poules. Les phares éclairaient les troncs d'arbres, des buissons, des creux dans le sol. Je commençais à craindre qu'on reste coincé au milieu de nulle part, sans réseau, sans aide. Mais Claudia conduisait avec assurance, comme si elle avait l'habitude de ce genre de route. Peut-être était-ce vrai. Peut-être que Damian, Claudia et Lucas sortaient souvent en pleine nature, alors que Damian et moi préférions le confort de la ville. Enfin, le GPS annonça que nous étions arrivés. Claudia gara la voiture et coupa le moteur. Dans le silence, les bruits de la forêt nocturne semblaient plus clairs. Le froissement des feuilles, le ululement d'une chouette, un craquement lointain. Nous sommes sortis de la voiture et avons regardé autour de nous. La forêt. Juste une forêt de conifères, banale. Aucun repère, aucun signe de cache. Rien que des arbres, des buissons et le chemin qui disparaissaient dans l'ombre. Et maintenant? Demanda Lucas, balayant la nuit avec sa lampe de poche. Comment on trouve la cache? Bonne question. Les coordonnées nous avaient amenés ici, mais après, il devait y avoir un indice. Je ressortis la note et la lus encore une fois. Coordonnées, 46°32, N, 8°15, E. La clé est dans la molaire supérieure droite. Document crypté. Clé, date de naissance M plus L selon l'ordre des lettres. Code d'accès au compte. Les 5 premiers chiffres après la virgule 2, plus l'année de rencontre. Rien qui n'indiquait un emplacement. Sauf peut-être. La clé dans la molaire supérieure droite, murmurai-je. Et si ce n'était pas seulement à propos de la dent de Damian? Et si c'était un indice? La 3e molaire. La 3e dent. À droite. En haut. Je tournai la tête à droite, puis levai les yeux. Rien de spécial. Juste des arbres et le ciel étoilé. Peut-être que c'est en rapport avec un arbre précis, suggéra Claudia en pointant sa lampe sur les troncs voisins. Mais lequel? Il y en a des centaines. Nous avons commencé à inspecter les arbres à droite du chemin. Rien d'étrange. Des sapins, des pins, des épicéas. Aucune marque, aucune entaille, rien qui ressemble à un signe. Peut-être qu'on cherche au mauvais endroit, dit Lucas. Peut-être que l'indice veut dire autre chose. Je relus encore une fois. La 3e molaire. Droite. Haut. Et si c'était une direction? Soudain, une idée me frappa. La 3e. Le 3e arbre? À droite du chemin? Et en haut? La cache serait perchée? Nous avons compté les arbres du côté droit. 1er. 2e. 3e. C'était un grand chêne aux branches larges. Nous avons levé les lampes vers sa cime. Et là, à environ 3 mètres, il y avait un trou dans le tronc. Le voilà, s'exclama Claudia. Ça doit être la cache. Mais comment on y monte? Le trou était trop haut pour l'atteindre depuis le sol, et les premières branches commençaient encore plus haut. Je peux essayer, proposa Lucas. Je fais de l'escalade, je devrais m'en sortir. Claudia parut inquiète, mais après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. D'accord, mais fais attention. Et si tu sens que tu n'y arrives pas, tu redescends tout de suite. On trouvera une autre solution. Lucas enleva sa veste pour être plus à l'aise et commença à grimper le long du chêne. Ses mains et ses pieds trouvaient facilement appui dans les creux de l'écorce. Claudia et moi éclairions avec nos lampes, le cœur serré, suivant chacun de ses mouvements. Enfin, il atteignit le trou dans le tronc. « Il y a quelque chose » cria-t-il d'en haut.
Un genre de conteneur. Il sortit une petite capsule métallique et redescendit avec précaution. Quelques minutes plus tard, il se tenait à côté de nous, nous tendant sa trouvaille. Le cylindre était fermé hermétiquement par un couvercle vissé. J'essayais de le tourner, mais il résistait. On dirait que c'est collé, observai-je en inspectant la jointure. Ou soudé. Alors il faudra l'ouvrir, trancha Claudia. Mais pas ici. Allons dans la voiture. De retour à l'intérieur, sous la lumière, nous examinâmes l'objet. La surface lisse ne portait aucune inscription, aucun signe distinctif. Seulement une petite bosse sur le couvercle, comme un bouton. Peut-être qu'il faut appuyer, proposa Lucas. J'appuyai doucement. Un déclic se fit entendre et le couvercle se souleva légèrement. Je le dévissai et regardai à l'intérieur. Il y avait plusieurs choses. Une clé USB, un petit sachet scellé contenant ce qui ressemblait à une puce, 3 passeports et une feuille pliée. Je pris les passeports et les ouvris. Tous portaient nos photos, mais avec un autre nom, Célina, Claudia et Lucas Delgado. Les dates de naissance correspondaient aux nôtres, seule la famille avait changé. D'où Damian avait-il pris ma photo ? Mystère. Ce sont nos nouveaux papiers, murmura Claudia en fixant le sien. Pour une nouvelle vie. Je dépliai la feuille. C'était une lettre écrite de la main de Damian. Mes chers, si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez trouvé la cache. J'espérais pouvoir tout vous expliquer moi-même, mais le destin en a décidé autrement. Je sais que vous devez me détester pour mes mensonges, ma double vie, tous ces secrets. Je ne demande pas pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais sachez une chose, je vous ai aimés toutes les deux. Différemment, à des moments différents, mais sincèrement. Claudia, tu as été mon premier grand amour, la mère de mon fils, mon pilier dans les heures les plus sombres. Tu m'as donné une famille quand j'en avais le plus besoin. Célina, tu es arrivée plus tard, quand je croyais ne plus pouvoir ressentir tout ça. Tu as apporté de la lumière, de la chaleur. Tu m'as rappelé qui j'étais. Je vous ai blessé, je ne peux rien changer à ça. Mais je peux encore vous protéger. Dans le conteneur, vous trouverez ce qu'il faut pour recommencer ailleurs. Des passeports, une clé USB avec des instructions, une puce avec la clé de chiffrement pour accéder au serveur. Le code d'accès au compte en Suisse, 14 159, plus l'année de ma rencontre avec Claudia, 2007. Il y a assez d'argent pour repartir n'importe où. Je ne sais pas si on se reverra. Si je survis, je vous retrouverai. Sinon, sachez que vous avez été le meilleur de ma vie. Prenez soin l'une de l'autre. Damian. En relevant la tête, je vis Claudia pleurer en silence, le visage enfoui dans ses mains. Lucas l'enlaçait, les yeux brillants lui aussi. Je sentis les larmes me monter. Damian nous aimait toutes les deux. Différemment, mais réellement. Et maintenant, il était peut-être en danger, ou déjà mort, pour nous protéger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Lucas, une fois le calme revenu. Je regardai les passeports, la clé USB, la lettre. Ce qu'il a prévu pour nous, répondis-je. On commence une nouvelle vie. Ensemble. Claudia leva vers moi son visage marqué par les larmes. Ensemble ? Tu es vraiment prête à vivre avec nous ? Après tout ça ? Je n'étais pas certaine d'être prête. Vivre avec la première épouse de mon mari, avec l'enfant qu'il ne m'avait jamais présenté, c'était fou. Mais nous n'avions pas le choix. Damian nous liait, par ses secrets, par son amour, par sa volonté de nous protéger. Et peut-être qu'unis, nous avions une chance. Oui, dis-je en hochant la tête. Ensemble. Du moins jusqu'à ce que le danger s'éloigne. Claudia essuya ses larmes et esquissa un sourire fatigué. D'accord. Ensemble. Après tout, nous sommes une famille maintenant. Étrange, inattendue, mais une famille. Nous décidâmes de ne pas retourner à Zurich et de filer directement vers l'aéroport. En chemin, on s'arrêta à une station-service ouverte toute la nuit pour acheter des vêtements et changer de look. Claudia coupa ses longs cheveux, je me teignis en blonde, et Lucas mit de grosses lunettes qui transformaient complètement son visage. À l'aéroport, nous utilisâmes nos nouveaux passeports pour acheter des billets sur le prochain vol vers Barcelone. L'Espagne paraissait un bon choix, loin de la Suisse, avec un climat accueillant et assez proche pour revenir au compte bancaire plus tard. En attendant l'embarquement, je réfléchissais à la vitesse avec laquelle ma vie avait basculé. Quelques jours plus tôt, j'étais une femme ordinaire avec une vie ordinaire. Et maintenant, j'étais assise dans un aéroport avec l'épouse et le fils de mon mari, un nouveau passeport dans la main, prête à m'envoler vers un autre pays pour tout recommencer. Tout ça à cause d'un pot de cactus brisé. À cause d'un geste banal, d'un pas maladroit. Qui aurait pu imaginer qu'une si petite chose puisse changer un destin tout entier ? En regardant Claudia et Lucas,
assis près de moi dans la salle d'embarquement, je savais qu'il pensait la même chose. À Damian, à ses secrets, à son amour, à son sacrifice pour notre sécurité. Et à cette question, le reverrions-nous un jour ? Notre vol fut annoncé. Nous nous levâmes, ramassâmes nos maigres affaires et avançâmes vers la porte d'embarquement. Devant nous, il y avait l'inconnu, une nouvelle vie dans un pays étranger, peut-être la peur constante d'être retrouvés. Mais nous étions ensemble. 3 personnes liées par un seul homme et ses mystères. 3 vies bouleversées par un pot de cactus brisé. Et peut-être que ce lien serait notre force pour survivre dans cette nouvelle réalité. Et Damian nous retrouverait, s'il le pouvait. J'y croyais. Je croyais que l'amour qu'il avait pour nous l'aiderait à franchir tous les obstacles. Et peut-être, un jour, nous serions à nouveau réunis. Pas comme une famille ordinaire, non. Comme quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais ensemble. Au passage du contrôle de sécurité, je me retournai une dernière fois, comme si j'attendais de voir Damian apparaître derrière nous. Mais il n'y avait que des inconnus pressés. Il était temps de lâcher le passé et d'aller de l'avant. Nous montâmes dans l'avion, et quelques minutes plus tard, il s'éleva dans le ciel, nous emportant vers une nouvelle vie. Une vie née d'un pot de cactus brisé. Une vie pleine de surprises, de dangers, mais aussi de nouvelles chances. Une vie que nous allions construire ensemble, jour après jour. Et qui sait, peut-être qu'un jour, dans une nouvelle maison, sur un nouveau rebord de fenêtre, je reverrai un cactus dans un pot en terre cuite. Et peut-être qu'à côté se tiendra Damian, souriant de son sourire un peu triste. Parce que dans la vie, tout est possible. J'en avais déjà la preuve. Quand j'eus terminé mon récit, ma mère resta sans voix. Elle n'aurait jamais cru que mon histoire de cactus cassé mènerait à une telle aventure. Une histoire où un seul pas de travers peut bouleverser une vie entière et changer tout ce que tu pensais savoir sur les gens. Elle garda le silence longtemps, puis demanda seulement. « Est-ce vrai ? Damian était vraiment un agent sous couverture ? Et toi, Claudia et Lucas, vous avez vraiment commencé une nouvelle vie en Espagne ? » Je souris et répondis que certaines histoires devaient rester sans réponse. Libre à chacun d'y croire ou non. Mais une chose est sûre, on ne peut jamais être totalement certain de connaître une personne, même la plus proche. Chacun a ses secrets, sa vie intérieure que les autres n'imaginent pas. Et parfois, il suffit d'un seul hasard, un pot de cactus brisé, une rencontre imprévue, une conversation surprise, pour que ces secrets remontent à la surface et changent tout. 5 ans ont passé depuis. 5 ans d'une nouvelle vie, de découvertes, de liens différents. Chaque jour, je me réveille en me disant à quel point la vie est étonnante et imprévisible. Qu'un détail minuscule peut déclencher une chaîne de changements qui dépasse ta propre existence. Et chaque jour, je remercie le destin de m'avoir mené ici. De m'avoir donné la force d'accepter la vérité, aussi amère soit-elle, et d'aller de l'avant. De m'avoir donné une nouvelle famille, étrange, inhabituelle, mais aimante et soudée. Et Damian ? Il m'apparaît parfois en rêve. Il sourit, me dit que tout ira bien, qu'il est fier de nous, qu'il nous aime tous, différemment, mais sincèrement. Et je le crois. Peu importe où il est, peu importe ce qui lui est arrivé, cet amour reste. Comme le nôtre pour lui. Peut-être qu'un jour il reviendra. Ou peut-être apprendrons-nous ce qui lui est arrivé. Mais en attendant, nous vivons, pas à pas, jour après jour. Nous bâtissons notre nouvelle vie, de nouveaux souvenirs, une nouvelle réalité. Et sur le rebord de notre salon, il y a un cactus dans un pot en terre cuite. Un rappel de la façon dont tout a commencé. Et de cette vérité. Parfois, les plus grands bouleversements naissent des événements les plus ordinaires. Qui aurait cru qu'un pot de cactus brisé pouvait tout changer ?